Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Terre 2 TV. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. Je ne suis pas en direct. Ce sont des replays que j'ai préparés au cas où j'aurais des problèmes de réseau durant ma tournée en France. J'ai prévu comme ça 2 replays. Et on va commencer ce soir à revoir ensemble, je vais le regarder peut-être avec vous, une émission que j'avais enregistrée il y a 2 ans avec Pierre et Gérald, et on parlait, et le titre, La réalisation de la conscience. Ça reste entièrement et totalement d'actualité. Je suis sûr que vous allez aimer revoir cette émission, et je vous invite d'ailleurs à revoir toutes celles de Terre de TV qui sont très 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 nombreuses maintenant. On va à nouveau un petit peu rire ensemble sur un sujet qui mérite notre attention, mais aussi pas mal de légèreté. Et c'est ce que nous avons essayé de faire passer ensemble. Allez, c'est parti, on se retrouve sur ce replay, vous allez voir, il y a 2 ans, avec Pierre et Gérald. À tout de suite. Et voilà les amis, nous y sommes. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Terre 2 TV, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Je suis, comme toujours, très content de vous voir. J'allais presque dire encore plus content que d'habitude. Parce que vous allez voir, ce soir, on va faire une petite soirée de Noël un peu sympathique, là. On est à 3 jours près, mais franchement, ça va le faire. Je vous remercie vraiment d'être de plus en plus nombreux à vous inscrire sur Terre 2 TV. J'allais dire, voilà, je vous fais pas les pubs comme tout le monde avec les boutons parce que j'ai pas arrivé à les mettre sur mon écran. Mais globalement, on est 53 000, vous êtes 53 000 à vous être abonnés à la chaîne, et il y a de plus en plus de monde et c'est gentil parce que j'essaye de vous faire connaître différemment, soit des gens que vous connaissez, soit des gens que vous connaissez moins, soit l'entre-deux. Alors ce soir, j'ai appelé l'émission La réalisation de la conscience. Oula. Alors, déjà falloir qu'on commence à parler des 2 premiers mots, réalisation et conscience. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous ai trouvé les invités idéaux. Et il s'agit de Pierre et Gérald. Bonsoir tous les deux. Salut Bonsoir, Sylvain. bonsoir à tous. Je suis très content de vous recevoir. Je le disais, il a fallu que je fabrique, voilà, un petit écran un petit peu spécial pour vous avoir tous les deux à l'écran en même temps que moi. Vraiment, merci, merci, merci d'avoir accepté mon invitation sur Terre 2 TV. Pour les gens qui auraient échappé à qui vous êtes, on va en parler un petit peu. Mais je tiens à vous dire que d'abord, je vous ai invité déjà parce que je reçois beaucoup de messages, on me propose beaucoup d'invités, mais on me dit, faut que tu invites Pierre et Gérald, faut que tu invites Pierre et Gérald, faut que tu invites Pierre et Gérald. Au départ, je vous connaissais pas particulièrement, je vous cache pas. Et puis, je me suis mis à vous écouter et comme je vous le disais avant l'émission, je me suis dit, tiens, ils disent la même chose que les voix qui me traversent. Je suis un peu canal moi dans mon métier, mais globalement, ils disent la même chose. Mais donc voilà. Et puis on a communiqué, puis je me suis dit oui, oui, c'est bon, parce que vous savez, les amis, je vous l'ai déjà dit, mais je connais beaucoup de gens qui vendent des trucs, mais qui n'ont pas d'échantillon sur eux. Alors c'est l'inverse, eux, ils ont tout sur eux, mais ils vous vendent rien, ou pas grand-chose. Donc c'est plutôt sympathique, c'est plutôt sympathique. Donc merci encore d'être là. Merci à toi. Merci à toi. Et d'entrée de jeu, j'ai envie de dire, vous êtes alors vous êtes des auteurs tous les deux, vous avez chacun écrit un livre que je vais présenter. Hop là, Pierre. Comme ça, les gens verront votre nom, mais je vais pas le prononcer. On va rester dans les prénoms. Tu as écrit Être en unité. Et Gérald, tu as écrit L'un. Rien que ça. Le titre le plus court du monde, mais en même temps, tout est là. Donc, ça va. Ces livres sont disponibles aux éditions Aluna. Donc, je vous invite vraiment à vous référer si vous voulez un peu mieux connaître les personnages, mais aussi, et c'est important, leur enseignement. Car on ne peut pas renier le fait que vous soyez des enseignants. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Alors, vous êtes des enseignants de quoi? Comment vous définiriez ce que vous enseignez? Gérald d'abord, peut-être. C'est compliqué de dire. Moi, je me suis jamais senti enseignant. Par contre, c'est vrai que dans l'image peut-être que l'on a ou dans l'interprétation que l'on fait
de nous deux, Pierre et moi, on nous prend pour des enseignants, des guides, des maîtres, etc. Donc ça fait partie un peu du monde dans lequel on vit. Mais donner une définition, c'est compliqué. Par contre, j'ai toujours su que ce qui se passe actuellement, ce que l'on fait avec Pierre, depuis que je suis tout petit, que ça se passerait exactement comme ça. On va expliquer que vous vous êtes trouvés, effectivement. On va expliquer tout à l'heure que vous êtes un petit peu retrouvés. On s'est retrouvés. Voilà. Et en fait, je savais que ça allait exactement se passer tel que ça se passe maintenant. Mais vraiment précisément, quoi. Il allait y avoir plein de monde, rencontrer plein de gens, voir des gens en rendez-vous, etc. C'est vraiment les choses, il n'y a aucune surprise. Ça se passe exactement comme ça. Mais c'est de la joie, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. On va voir que c'est joyeux. On va voir que et c'est ce qui est compliqué avec vous, c'est que les amis, on va vous aider à comprendre que tout est parfait, qu'on n'a rien à savoir, qu'on n'a rien à comprendre et qu'on n'a rien à dire, mais que tout va bien. Donc on va quand même passer par des paroles, on va quand même passer par un plan relatif de conscience, mais c'est pour vous amener à rien. On est d'accord. Pierre, t'en penses quoi de ce que vient de dire Gérald? Tu es d'accord aussi sur l'idée que vous êtes peut-être des traducteurs de conscience? Je sais même pas quel terme employer, il n'y a pas vraiment de termes qui peuvent vous définir, mais... Moi, j'aime bien dire que je rends témoignage, comme mon copain Jésus. On est là pour rendre témoignage, on témoigne et on partage, on va dire plutôt. Je préfère dire que je partage plutôt qu'enseigner dans le sens apprendre à quelque chose à quelqu'un, parce qu'on n'apprend rien en fait, parce qu'on est déjà ce qu'on est. Il n'y a rien à apprendre. On ne fait que pointer vers ce que l'on est déjà à la base, tout simplement. J'aime bien quand tu dis tout simplement, et on a quand même des gens qui ont passé des dizaines d'années à appréhender ce tout simplement. Oui. Alors, vous êtes tous les deux passés par un état que vous appelez la réalisation. Et j'aimerais que, un après l'autre, vous me définiriez ce que vous entendez par là et surtout comment ça s'est passé pour vous. Alors, je vais peut-être commencer encore une fois par Gérald, tout simplement parce qu'il est à gauche, hein, c'est un petit côté pratique à l'écran. Il est dans l'ordre de lecture, hein, mais ne t'inquiète pas, je reviens vers Pierre après. Je t'écoute, Gérald. Alors, déjà, je vais apporter peut-être une petite nuance ou un petit rectificatif. N'hésite pas. La réalisation telle que nous la vivons, je ne vais pas parler à la place de Pierre, mais bon, je pense qu'il sera d'accord, n'est pas un état. Un état, il reste encore quelque chose à expérimenter, à voir, à approcher, à investiguer, peu importe. Et ça, c'était avant. C'est-à-dire, quand je dis avant, entre guillemets, c'est-à-dire quand on est passé par tout un tas d'étapes, entre autres par des disciplines spirituelles, des pratiques spirituelles, des lectures spirituelles, des rencontres spirituelles et tout ça. Là, il y avait différentes, entre guillemets, étapes d'états. C'est-à-dire, il y avait des expériences qui se conscientisaient et des états qui en découlaient. Quand vous parvenez à reconnaître votre véritable nature, c'est-à-dire réaliser, comme on le dit en Inde, le soi, ou réaliser Dieu, réaliser, peu importe le terme que vous mettez, hein, tout ça c'est la même chose. À partir de là, c'est plus un état puisque c'est votre nature, votre pure nature, c'est-à-dire votre vraie nature, elle est là. Donc, c'est plus un état, c'est-à-dire que ça ne va plus engendrer forcément des expériences pour arriver, j'allais dire quelque part, à vivre des choses. Tout est là, maintenant. Donc, c'est plus un état, ça. C'est plus définissable comme un état. C'est. Alors, c'est arrivé cependant, et on voudrait préciser, Gérald, que tu as, entre guillemets, étudié des années tout un tas de pratiques. Est-ce que tu veux nous en parler avant de passer par cette étape qui t'amène là? En fait, les choses, elles venaient spontanément. C'est-à-dire que, alors tout à l'heure, justement, tu parlais un peu de canal. Je ne sais pas si on peut dire canal, mais tu sais, c'est l'inspiration. Oui. Donc, elle s'impose à toi et au moment où tu t'y attends jamais. C'est-à-dire qu'un matin, tu te lèves et ça va te dire, ah ben tiens, il va falloir que tu te mettes à lire des livres sur les maîtres, par exemple. Tu sais même pas pourquoi tu vas le faire, mais tu le fais. Tu suis l'élan. On appelle ça un élan avec Pierre. Parce que c'est vraiment ça. C'est quelque chose, en fait, qui nous transcende, qui nous dépasse. Ça veut dire que cet élan, il s'impose à nous, il prend toute la place. Je me suis mis à lire des livres. Puis je me suis rendu compte que c'était l'expérience d'être, c'était un témoignage, mais c'était pas celle que moi je devais conscientiser et vivre.
Donc il fallait que je passe à des expériences, et à partir de là, il y a eu des élans successifs qui sont venus, à savoir pratiquer un peu le yoga aussi, pratiquer la méditation, l'introspection profonde, voilà, etc. Donc ça a duré à peu près quinzaine d'années, avec des pratiques très intensives, des fois des choses qui pourraient paraître presque violentes pour le corps, où on inflige au corps, mais avec joie. Hein. C'est-à-dire que c'est pas une punition. On n'est pas dans une frustration. On n'est pas dans tout ça. Hein, voilà. C'est pas une fatalité, ça se fait. Où on reste dans des postures, ou pendant des heures, des journées entières, où à un moment donné, le jeûne s'installe de lui-même. Donc on n'a plus trop faim parce que c'est la méditation qui prend toute la place, etc., etc. Et il y a une grande joie intérieurement hein, à vivre ça. Voilà. Ça, c'est certaines étapes, voilà, de la pratique. Des grosses étapes, tu l'as pas fait 5 minutes, tu l'as fait. Non, effectivement, ça n'a pas duré 5 minutes. Et au bout de ce qu'on appellerait, parce qu'on parle de temps quand même dans ce monde manifesté, d'une quinzaine d'années, l'élan a été intérieurement de dire, évidemment, c'est pas une voix, hein, c'est une évidence, de dire ah ben c'est maintenant que ça s'arrête car tout est là. Et là, je simplifie les choses. Hein. Ouais, mais c'est ce que de toute façon, je le dis à mes amis ce soir. Si en 1 heure et demie, on va faire un petit peu le contour de tout ça. On va contourner. Vous êtes invité à y entrer, à y être, pour être plus exact d'ailleurs. Euh, mais forcément, on va faire des ellipses. Forcément, vous allez être peut-être frustré parce qu'il y a beaucoup de questions qui se pointent toujours, des pourquoi et comment. Alors, c'est ce que j'ai écrit aussi en dessous de la vidéo, c'est vous allez comprendre pourquoi sans se poser de questions, c'est là qu'on trouve les réponses. Mais on va voir ça tout à l'heure. Donc merci de cet échange, Gérald. Je vais, j'allais dire, laisser la parole à Pierre. Et toi, ça s'est passé comment cette histoire? Alors, il y a des points communs avec Gérald. Je dirais qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une première phase qui a commencé à l'âge de 10 ans où j'ai eu soudainement une sorte d'état dépressif qui a commencé à venir parce que j'ai perçu on pourrait appeler ça la vanité de ce monde. C'est-à-dire qu'à 10 ans, je me suis dit le corps va mourir, tout le monde va mourir. Donc, je vois aucun intérêt à faire quoi que ce soit sur Terre puisque de toute façon, tout est impermanent. Ouais. Donc, je me suis pris un peu l'impermanence du monde en pleine tête. Et là, pendant 9 ans, j'ai eu un état dépressif de fond, on va dire. Une espèce de ce qu'aujourd'hui j'appelle la mélancolie du paradis perdu, quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les chercheurs spirituels. Et ensuite, à l'âge de 19 ans, j'ai eu une première expérience d'éveil spontané où je suis allé me coucher. J'étais en train de dessiner, c'était un 24 août de nuit pour être précis. Je dessinais comme ça sur le coin de la table à 21h et tout d'un coup, j'ai eu une grande fatigue qui m'est tombée dessus alors que j'étais en pleine forme. À l'époque, je faisais quand même beaucoup de sport, etc. Donc, sans aucune raison, j'ai senti une grande fatigue. Je suis allé me coucher, je me suis allongé. Et là, alors que je n'avais rien lu sur la spiritualité, rien fait, etc., et que je suis d'une famille pas du tout là-dedans, il y a une pensée qui m'est venue et la pensée c'était qu'est-ce qui se passerait si pour jouer, le pour jouer est important, oui. Si pour jouer j'arrêtais de penser. Donc qu'est-ce qui se passerait si pour jouer j'arrêtais de penser? Cette pensée elle est venue vraiment de nulle part, comme ça, pouf, elle s'est imposée. Et au moment où je me suis posé cette question, toutes les pensées se sont arrêtées, absolument tout. Et donc quand il n'y a plus aucune pensée, quand il y a vraiment plus aucune pensée, en fait, le personnage disparaît parce qu'il n'y a même plus de pensée subconsciente. Donc, on n'a même plus conscience d'être un humain, etc. Il n'y a plus de notion de temps parce que le temps, c'est de la pensée. Donc, il faut se rappeler du temps pour pouvoir conceptualiser un temps. Et puis, instantanément, donc, il y a eu une grande paix qui est arrivée, on pourrait dire, qui m'est tombée dessus. Bon, aujourd'hui, je dirais plutôt qui s'est révélé. Tout à fait. Qui était déjà là, mais qui s'est révélé. Et avec cette paix, il y a eu tout d'un coup un amour extatique qui est venu du bout des orteils et qui est monté jusqu'à la pointe de mes cheveux, on pourrait dire. Tout mon corps était dans un amour pas humain, vraiment pas humain. Et puis, je me suis retrouvé, j'ai eu une lumière sous les yeux aussi, et comment dire, c'est très difficile à décrire là du coup, c'était parce que pour le coup,
j'ai senti qu'il y avait une source. À l'époque, j'appelais ça la source parce que j'avais aucune culture religieuse. Et donc, j'appelais ça la source. Et cette expérience, je pouvais pas dire combien de temps elle a duré. C'était hors du temps et de l'espace. Et après, quand je suis revenu à la conscience, on va dire humaine, on va dire ça comme ça, j'ai couru dans le salon et j'ai dit à ma mère, ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis toujours, j'ai enfin trouvé, sans savoir que je le cherchais. En fait, c'est ce que tout le monde cherche, mais personne ne le sait. Et puis, du jour au lendemain, en fait, je me suis mis, comme Gérald, il y a eu un élan très, très fort à faire ce qu'on appelle en Inde une sadhana, c'est un cheminement spirituel, mais ça s'est fait tout seul. Je me suis mis à méditer en moyenne 6 fois par jour, spontanément, et avec toujours beaucoup d'amour. Ça n'a jamais été un effort, j'avais beaucoup d'amour, et je retrouvais la même chose, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'arrivais facilement à arrêter de penser, comme un claquement de doigts, on pourrait dire. Et puis je retrouvais la même béatitude, donc ça, c'était facile, on pourrait dire, de goûter ça. Donc c'était un peu comme une drogue à l'époque. Et puis après, il y a eu une deuxième période où j'ai expérimenté énormément de choses au niveau de la conscience, au niveau de tout ce qu'on pouvait, donc plein de choses qu'on peut expérimenter, clairaudience, clairvoyance, tout ce qu'on appelle les siddhis en Inde, donc les pouvoirs psychiques, la médiumnité, etc., les projections astrales, bref, pendant des années, il y a eu ça. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol de tout ça. Et on va dire, les 3 dernières années, ça a été radical. Je voulais que donc la réalisation du soi, la fameuse réalisation, et rien d'autre. Plus rien d'autre ne m'intéressait. J'ai tout quitté. D'ailleurs, je suis parti en Inde pendant 3 ans, dans les Himalayas. Et puis là, j'ai fait que de la pratique intensive. Donc, du matin au soir, voilà, tout le temps, toute la journée, je méditais, etc. Et puis après, je suis revenu en France, parce qu'en fait, il faut refaire ses visas tous les 6 mois quand on a un visa touriste. Et donc, je suis revenu en France parce que j'ai rencontré ma compagne en France. Et puis, c'est en France, tout simplement, dans la vie du quotidien la plus ordinaire qui soit, c'est ça qui est drôle, donc j'enseignais le yoga. J'enseigne toujours le yoga d'ailleurs. Et je revenais de donner un de mes cours et j'étais au volant de la voiture et tout à coup, on va dire que j'ai conscientisé que je n'avais rien à faire pour être. Dit comme ça fait. Oui, ça fait un peu. Il fait un AVC dans sa voiture. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que effectivement, je suis et il y a rien à faire. C'est pas évident à expliquer. Tout ce que je croyais à propos de moi, c'est comme effondré. Donc il y a plus aucune croyance à propos de soi. Il y a juste être. Comme dirait Gérald, il y a juste être, il y a juste conscience, et il y a même plus la notion d'identification avec ce personnage. Je ne me sentais plus être un corps, etc. Donc j'avais même pas la sensation de conduire la voiture. Tout se faisait tout seul. Et puis après, peut-être qu'on y reviendra plus dans le détail, mais cela est resté stable ensuite, par la suite. C'est-à-dire on va en parler de votre vie quotidienne avec ça. Ouais. Voilà, on va en parler. on va en parler tous les deux. Tous les 3, pardon. On est 3, ça y est, il faut que je m'y fasse. Merci déjà de cette étape. Tu sais, ce qui est toujours un peu étonnant, Pierre, par exemple, c'est quand tu dis je me suis décidé qu'est-ce qui se passait si j'arrêtais de penser. Et là, tu sais que c'est un des problèmes de 99% de la population occidentale. Quand tu leur dis arrêtez de penser, les mecs ils bug. Arrêtez de penser. Lui, il nous dit qu'on peut arrêter de penser comme ça, et forcément, il y a plein de gens qui vont dire mais sur quel bouton il a appuyé, comment il a fait. Et effectivement, il y a des gens qui passent des heures avec vous pour comprendre, vivre, pour être plus exact, plutôt que de le comprendre, mais vivre comment on fait. Mais chez toi, c'était instinctif, alors, comme ça. Aujourd'hui, je dirais que c'était lié aux vies passées de de Pierre. C'est-à-dire que j'avais déjà dans la vie d'avant beaucoup fait de ce qu'on va dire de pratiques spirituelles. Et c'est pour ça que c'est revenu d'un coup à l'âge de 19 ans. Et souvent d'ailleurs, les tendances reviennent vers ces âges-là. Donc les tendances, c'est ce qu'on a beaucoup pratiqué dans ces vies d'avant, qui reviennent en force vers l'âge de la fin d'adolescence en général, très souvent.
Correctement, c'est pareil. 14-16 ans avec mon frère jumeau, c'est là qu'on a retouché à la parapsychologie et tout ça. Mais on y a C'est ça. touché bien auparavant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quand est-ce que vous vous rencontrez tous les deux là, parce qu'on vous voit tout le temps ensemble, mais votre rencontre, elle date de quand et d'où et comment et qui Ah, Pierre, il se voilà. souvient bien des dates. Ah ben là, Ah ouais. je laisse parler qui veut, vous voyez, j'impose rien. Allez-y. Alors, bah, ça, faut remettre un peu dans le contexte, encore une fois. Oui. À l'époque, après ce fameux premier réveil à 19 ans, comment dire ça? Faut savoir que moi, je connaissais rien du tout. Donc, je débarque là-dedans, j'avais rien lu. Je pensais même pour tout dire, je pensais que c'était terminé, qu'il y avait rien d'autre. À l'époque, je croyais que c'était définitif, la réalisation était là. Bon, après, j'ai vu que ça faisait des hauts et des bas, donc je me suis rendu compte que ça pouvait pas être ça, parce que c'est pas une paix stable. Et puis, à un moment donné, en méditation, donc au bout de 5 ans environ, 5, 6 ans, il se passait tellement de choses en termes de, justement, on va dire on va appeler ça des capacités spirituelles qui me Mhm. tombaient dessus, que je me suis dit, là, il me faut un maître parce que ça devient, je vivais des choses que personne pouvait répondre à mes questions, quoi, autour de moi. Et puis, donc, j'ai demandé intérieurement. Donc, il y avait beaucoup l'intuition que quand on demandait, on recevait, etc. Et puis, en genre, peut-être quelques mois après, j'ai rencontré Gérald. Ça a été très, très rapide. Voilà, donc Tu le rencontres c'était en où? 2006. Dans le métro, à la gare, au Portugal? Non, 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 c'était à la crémaillère, si je me trompe pas, non? Ouais, à la crémaillère d'un Pierre d'un copain. ami pour son cabinet d'ostéopathie. Ouais. D'accord. C'était très drôle d'ailleurs parce que D'ailleurs, oui. il y avait Gérald. Gérald était dans un coin de la pièce, il bougeait pas. Et moi, dès que j'ai vu Gérald, j'ai comme été attiré, tu vois. Et toute la soirée, je suis resté à côté de Gérald, assis. Et des fois, je rigole en ça te sent que je dis comme quoi rien n'a changé, hein, parce qu'on est tout le temps assis à côté de nous. Ouais. Aujourd'hui, c'est... Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens, ils vont regarder certaines de vos vidéos, ils vont dire, on voit, il est là, il n'est pas là, il fait quoi? Mais effectivement, vous êtes toujours un à côté de l'autre et vous avez créé une belle énergie et synergie. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on a l'impression que vous vous inspirez l'un l'autre. C'est ce qui est étrange quand vous êtes tous les deux, il y a une espèce de fusion-annexion, j'allais dire, qui se crée et qui est sympathique parce qu'on a l'impression que Gérald, il part des fois, il parle pas à côté de toi, mais c'est comme si tu avais envoyé en pensée ce que tu devais dire et tu te retrouves inspiré par lui. Et moi, j'ai l'impression que des fois, c'est l'inverse. Vous le vivez Ah comme ouais, on ça ou il fait y a que qu'un. moi qui l'ai senti comme ça? Non, 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 on fait qu'un. C'est Oui. un. Et c'est avec tout le monde, c'est avec toute chose. Hein. Ouais, mais c'est assez fusionnel, effectivement, dans votre cas. Avant qu'on passe à des questions graves, j'allais dire, mais rien n'est grave, il y a cette question que tout le monde se pose, c'est cette réalisation, OK, j'allais dire OK, vous n'êtes pas les seuls à la vivre, même si, entre parenthèses, on n'a pas cité tous les endroits où vous avez été, mais globalement, vous avez été des globetrotters, les gars. Vous n'avez pas fait semblant, vous n'êtes pas resté au cœur de la Sarthe pour trouver la réponse. Bien qu'elle y soit, on va préciser ça, bien qu'elle y soit. Mais globalement, vous avez fait le tour du monde. Mais après, dans la vie concrète, quelqu'un qui vit cet état, ça donne quoi? C'est ça que me posent souvent les gens en vrai. Ils disent, mais en vrai, Pierre, au quotidien, toi, tu étais marié, t'as des enfants, je crois. Euh, Ça se passe comment? Vous parlez pas? Les gens se demandent quand ils se disent, il est là dans un coin, il dit, mais tout va bien, il se passe rien, c'est quoi le truc? Ça dépend. Ça Ça dépend dépend. des. Ça dépend. Ça dépend. Ça change tout le temps. Hein. Il y a des fois, ça peut parler, des fois, ça peut ne pas parler. Mais Hmm. on est comme tout le monde. Hein. Je Oui, veux mais dire, on a un c'est ça qui est bien. quotidien, C'est pratique. on a un quotidien, on fredonne sous la douche, on se balade dans la rue. Enfin, je veux dire, c'est pareil que tout le monde. Hein. On mange au restaurant. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est comme tout le monde. Mais vous râlez ou vous râlez pas? Si l'élan est de râler, on râle. Après, nous, ça change rien à l'intérieur. À l'intérieur, On est t'es d'accord. conscient d'être toujours pareil. C'était le piège. C'était là que je voulais vous faire venir. Effectivement, il y a cette compréhension qui vous a traversé que il y a le corps qui est le véhicule, et puis il y a l'expérience qui est quelque part un autre véhicule. L'expérience c'est aussi un véhicule. Vous trouvez pas? En fait, ce qui se passe, c'est que
on pourrait dire que la réalisation du soi, c'est comme, enfin, moi j'appelle ça sortir du film, c'est une métaphore. Oui. Mais ce monde d'expérience, on pourrait dire que c'est comme un film très très bien fait, en 3D, avec des odeurs, etc. Beaucoup plus réaliste qu'un film, mais c'est comme un film. Mais ça, j'appelle ça une bulle de rêve. Donc c'est comme un rêve en fait, un long rêve. C'est comme un rêve. Et lorsque on réalise le soi, c'est comme si on sortait du film. Donc on vit tout comme tout le monde, sauf qu'on sait, et on le vit, qu'on n'est pas réellement dans le film. On n'est plus, on ne croit plus, par exemple, dans le temps et l'espace. On ne se sent plus vraiment dans le temps et l'espace. Donc, quel que soit ce qui peut arriver dans le film, c'est comme si, bah, en fait, effectivement, rien n'est grave parce que c'est. Est-ce que quelque chose est grave lorsque vous savez que c'est un rêve? Non, une fois que vous êtes réveillé du rêve, vous comprenez que le rêve, c'était pas grave. Donc c'est un peu pareil, c'est un peu pareil. On se rend compte que bah, tout ce qui est du domaine du film, rien n'est grave puisque ce n'est pas, les sages diraient, ce n'est pas la vérité à propos de nous puisque c'est impermanent et par nature la vérité est ce qui est permanent, ce qui ne change pas. Et donc la conscience de toute façon n'est jamais la conscience, ce qu'on appelle la conscience absolue, c'est-à-dire la conscience sans objet, non manifestée, ce que l'on est vraiment au-delà des formes. N'est jamais touché de toute façon par ce qui se passe dans le film. Donc, quel que soit, touché dans le sens impacté. Et il peut y avoir de la compassion, bien sûr. Il y a de la compassion, mais ce n'est pas impacté, quel que soit ce qui puisse se passer dans le film, ce n'est pas impacté. Tout à fait. Le rêveur n'est pas impacté par le rêve. En fait, vous êtes en train de dire que le monde manifesté, ce serait en fait quelqu'un qui se serait satellisé autour de lui-même et que s'il retourne à l'intérieur de lui-même, ça va. C'est comme si vous arriviez à vous recentrer sur qui vous êtes vraiment. Je suis obligé de mettre des mots quelque part, mais que quand on touche qui on est vraiment, j'allais presque dire ça y est, rien ne touche, rien n'est touché. Exactement. On ne peut plus jamais l'oublier. Quand on est en sadhana, en général, on fait des allers-retours. De temps en temps, on arrive à sentir comme on pourrait dire ce que les bouddhistes appellent le refuge, ou les chrétiens ils appellent ça le roc, le rocher, c'est-à-dire qu'on sent ce qui est stable, on arrive à le sentir des fois dans la sadhana, quand on est en méditation, par exemple en méditation profonde, mais en général on l'oublie quand on ouvre les yeux, qu'on sort de la méditation, on se réidentifie au monde des formes, alors qu'une fois qu'il y a réalisation et que c'est stable, c'est terminé, il peut plus y avoir de réidentification au monde des formes. On sait toujours ce que l'on est vraiment, toujours. Ça peut jamais être oublié. Jamais. Gérald, il a résumé. Jamais. Jamais. Une fois que c'est conscientisé, ça peut jamais être oublié. C'est pas possible. Il y a quelque Pourquoi chose... ça peut jamais être oublié? Oui. C'est simple. C'est parce que c'est notre vraie nature. Oui. On va replonger, de toute façon, on va passer un petit peu la soirée à replonger dans cette nature, à vous satelliser, les amis, à vous rapprocher un peu du centre. C'est plutôt l'inverse. T'as parlé de quelque chose, Pierre, que je peux rarement évoquer avec mes invités, mais que je vais pouvoir invoquer, j'allais dire avec toi, invoquer pourrait marcher aussi. Tu parlais des siddhis, des pouvoirs et des capacités, et effectivement, il y a plein de gens, quand ils évoluent, qui ont tendance à s'arrêter à cette étape-là. C'est-à-dire, on développe des dons, on développe des capacités, on développe une énergie, sans s'apercevoir que c'est peut-être un des derniers jeux de l'ego conventionnel pour t'empêcher d'aller plus loin quelque part. Enfin, il y a quelque chose qui essaye de te retenir et qui dit, attends, si tu restes sur Terre avec des pouvoirs, tu restes là? Tu vois, c'est un peu ça. Je le vis un peu comme une marionnette. Si on le vit naturellement et qu'on se dit ce sont des trucs naturels, pas exceptionnels, on va les traverser. Mais il y a beaucoup de gens qui ont tendance à s'arrêter là. Est-ce que effectivement, toi, tu l'as perçu comme un obstacle, mais est-ce que tu le penses aujourd'hui comme un obstacle? Je ne pense pas, il va me dire, mais. En fait, c'était pas que, comment dire, c'était pas que c'était un obstacle, c'était plutôt qu'il y a toujours une petite voix intérieure qui me disait, en fait, il y a une voix qui me disait, il y a autre chose. Continue, il y a autre chose. Continue, il y a autre chose. Et je sentais, de toute façon, une forme d'incomplétude. Et moi, ce que je voulais, c'était justement sentir enfin, comment dire, la plénitude, la complétude, la paix, quoi, qui ne fluctue pas, qui est stable. Et je sentais que, quelles que soient les expériences que je pouvais faire, aussi merveilleuses soient-elles, parce que des fois, dans l'astral, par exemple, tu peux vivre des expériences assez extraordinaires. Oui. Et bien, il y avait jamais de complétude. C'était jamais, il y avait toujours une insatisfaction. Donc, j'ai continué, tant qu'il y avait cette insatisfaction, j'ai continué. Et puis à un moment donné, il existe
cette réalisation où justement il n'y a plus d'insatisfaction après, c'est terminé. Gérald? Oui, tout à fait. Je rejoins Pierre là-dessus. En fait, il faut passer par l'expérience, entre guillemets, des objets pour se rendre compte que ces objets sont souvent, d'ailleurs dans la majeure partie des cas, éphémères. C'est pas par là qu'effectivement on arrive à obtenir la complétude, mais souvent, moi par exemple dans ma pratique qui était très très intensive au quotidien, l'élan voulait que je passe par là pour que ça soit très concentré et que je me rende compte à chaque fois que, à travers chaque objet, il y avait vraiment pas de complétude. Il n'y avait pas la paix totale. Je savais qu'elle était là, mais elle n'était pas conscientisée totalement. Et c'est vraiment en expérimentant tous ces objets que je m'en suis rendu compte. En fait, il fallait vraiment que je passe par là. C'est-à-dire que rien ne m'a été imposé, tout était spontané. Et du coup, on finit par le conscientiser. Mais c'est comme un rappel, hein. C'est pas un truc nouveau, hein. Oui. On pourrait croire que c'est quelque chose qu'on découvre. En fait, c'est pas du tout le cas. On est vraiment déjà ça. Et C'est là. Et c'est pour ça que. c'est peut-être la seule découverte à faire, quelque part. La Oui, seule découverte, c'est qu'il n'y a rien à découvrir. oui, exactement. Et d'ailleurs, quand tu conscientises ta vraie nature, c'est là où c'est quand même très drôle. Et tu as une espèce d'élan à l'intérieur qui te révèle et qui te dit, mais tu as toujours été ça. En vérité, tu n'as jamais bougé de ça. Tu n'as jamais fluctué. Mais ça va même plus loin. Des fois, ça te dit, en fait, c'est toi qui as créé tout ça. Le film, c'est toi la conscience qui l'a créé. La pièce de théâtre, c'est toi qui l'as créé. D'accord? Pour te rappeler qui tu es. Donc, c'est vraiment un rappel. C'est un retour à la maison. Oui, c'est ce que disent tous les gens entre deux vies, finalement. Cette découverte, de toute façon, j'allais dire, c'est un chemin obligatoire. Alors après, est-ce qu'on va y passer post-mortem ou pré-mortem, j'allais dire, c'est autre chose. Mais Oui, c'est après tu sais, Sylvain, la conscience, elle aurait pu élaborer les choses différemment, hein, mais elle les a faites comme ça. En tout cas, ce qui semblerait être pour cet univers-ci, oui, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent, c'est à chaque fois que vous croyez avoir compris quelque chose, ou à chaque fois que vous aurez atteint le quand j'aurai ceci, je serai, vous n'êtes pas. Non. Vous venez de vous échapper de Tant, vous-même. tant que c'est définissable, tant qu'on peut y mettre une définition, tant qu'on peut y mettre une explication ou quoi que ce soit d'autre, c'est pas ça. Ça y est, c'est le moment où j'ai failli bugger et ne rien dire parce que tout est là. Effectivement, Je vous ai dit effectivement. tout à l'heure qu'il y a des moments où je vais avoir du mal à échapper au silence qui est une vraie réalité. Allez, on va rentrer un petit peu dans le cœur de vos concepts, si vous voulez bien. Je vais demander à Gérald de prendre la parole à propos de la souffrance et de nous expliquer dans votre enseignement, vous exprimez que la souffrance vient de la séparation. Et j'ai envie de dire de la séparation de qui et de quoi. Ouais. Encore une fois, je mets des mots là où il n'y en a pas, mais Oui, essayons. bien sûr. Après, il semblerait que nous soyons manifestés dans ce monde Il y a des euh, chances. tangible, donc on va mettre des mots. Il y a souffrance à partir du moment où il y a identification aux objets, à partir du moment où on est identifié à un corps manifesté dans cet univers, une nouvelle fois, comme je le disais tout à l'heure, là, il y a souffrance, parce qu'il va y avoir identification en fait à tout un tas de croyances, d'accord, d'idées, de pensées, et on va, dans la majeure partie des cas, penser que tout cela est vrai nous concernant. Alors qu'évidemment, c'est pas ça. Tout ça est faux en vérité, mais ça fait partie du cheminement. Il faut bien qu'on passe par ces illusions de croyances pour pouvoir se rendre compte qu'elles sont elles aussi des objets. Les objets ont un début, une espèce de vie et une fin, d'accord? Donc ils sont éphémères, Mhm. alors que la joie intérieure, la paix intérieure, elle, elle ne fluctue pas, elle ne bouge pas. Et c'est ça, la vraie paix, elle est là. En fait, la vraie paix, elle est là. Et à partir de là, quand on reconscientise ça, il n'y a plus de souffrance. Tant qu'il y a identification aux objets, il y a souffrance parce que vous n'en finirez jamais. Des objets, il y en a tout le temps, à foison. Ils vont immerger constamment. Et à chaque fois, il va y avoir une recherche d'identification, de séduction avec ces objets, d'appropriation, de Oui. possession des objets. Et en fait, on n'en finit jamais et on reste sur ces plans justement d'appropriation des objets. Et là n'est pas le bonheur. Ce n'est pas là que se situe la joie intérieure. Il faut vraiment. Et tu vois, c'est là que je vais rebondir sur Pierre, si tu veux bien, Gérald. Et lui demander à lui, Pierre, à ton avis,
Qu'est-ce qui résiste comme ça? C'est quoi ce truc qui résiste à l'intérieur de nous et qui finalement veut rester séparé? Ah bah, c'est tout simplement la force de l'habitude, déjà. Oui. Parce que tu sais que depuis pas la naissance quand même, mais on va dire à partir de entre 10 et 20 mois, un bébé, il commence déjà à s'identifier et à créer le sentiment de je suis le corps versus, enfin, cette forme, c'est moi versus les autres formes, c'est pas moi. Donc là, il y a un sentiment de séparation qui commence à apparaître. Puis après, il commence à définir tous les objets les uns après les autres. Et puis après, il va se passer un phénomène qui est bien connu et décrit de tous les sages, qui est le phénomène d'attraction et de répulsion. Donc, je repousse cet objet, j'y résiste. Et puis, versus, je désire intensément cet objet. Il me le faut, il me le faut. Les deux vont créer des tensions intérieures qui vont créer comme une espèce de voile, on va dire un voile d'opacité, comme dirait Gérald des fois, un voile d'opacité sur la paix. Oui. Et la paix est toujours là, on est toujours pareil, hein, on est toujours libre. Le bébé de 3 mois, il est complètement libre, il ne se sent pas limité, il ne se sent pas être une forme. Le bébé de 3 mois ne se sent pas être dans le temps. Quand tu le mets devant la glace, il dit pas c'est moi, il n'est pas identifié à quoi que ce soit. Mais disons qu'avec petit à petit avec la croissance du corps, plus ça va, plus on s'identifie. Avec des identifications de plus en plus complexes. Après, on s'identifie à un groupe, à un groupe qui pense comme nous, à une nationalité. Après, on s'identifie à un métier. Après, on s'identifie à nos préférences, à nos passions, etc. Donc, on se met toutes sortes on va dire, d'étiquettes. Et toutes ces étiquettes sont des compléments à je suis. Je suis plus quelque chose. Je suis je suis un. Et tout ce que tu ajoutes derrière je suis, c'est comme si quelque part, tu le mettais dans un gros cartable et tu le portais en permanence. Et ça pèse très lourd. On s'en rend pas compte, mais ça pèse lourd. Et une fois que on a, justement par le cheminement intérieur, une fois qu'on a été, on va dire ça comme ça, au centre, au plus intime de soi-même, moi j'aime bien dire au plus intime de soi-même, et que l'on a vu que toutes ces étiquettes derrière je suis sont en fait illusoires, ce sont juste des concepts, des croyances, des idées à propos de soi. Donc l'ego, en fait, c'est ça, hein, c'est une somme d'idées à propos de soi. Exactement. Une fois qu'on a épluché l'oignon, comme on dit, et qu'il ne reste plus rien derrière je suis, eh bien, il reste juste cette fameuse conscience qui est complètement libre des étiquettes. Elle n'a pas besoin de se sentir, je sais pas, de tel métier, telle nationalité, etc. Pas besoin de tout ça. Et là, c'est complètement libre, comme l'état du bébé, comme l'état de l'enfant qui n'a aucune étiquette. Et c'est pour ça que c'est joyeux. C'est la joie spontanée d'être. Alors, tout simplement. Déjà, je précise pour ceux qui voient ma tête bouger que je suis en train de gérer le chat, les écrans, la vidéo, l'audio, mais ne vous inquiétez pas, je suis une vraie femme, c'est-à-dire que j'arrive à faire plein de choses en même temps. En fait, ce que vous êtes en train, c'est pour ça qu'ils sont inquiets, ils disent t'es où Sylvain? Il dit, mais je suis partout, mais j'entends quand même. Ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'on peut l'assimiler au fait de, dès qu'on pense posséder quelque chose, c'est un caractère, on finit par être possédé par sa possession. On possède un caractère, on possède des objets, on possède un métier, et finalement, on est possédé par sa possession. Bien sûr. Exactement. C'est de l'autopossession. On est autopossédé. Il faudrait qu'on se fasse un petit exorcisme de nous-mêmes. Pierre sort de ce corps. Mais on n'est pas en train de dire qu'il faut vivre une vie d'ascète sans rien du tout, puisque même là, j'ai connu personnellement des gens qui étaient totalement identifiés alors qu'ils n'avaient quasiment rien. J'ai connu des moines en Inde qui avaient juste leur tunique et qui étaient totalement identifiés à leur tunique et qui vont te dire, moi, j'ai renoncé à tout pour Dieu, avec une espèce de saisie très très forte de moi. Je suis moine, c'est trop encore. Tant qu'il y a quelque chose derrière je suis, on porte quelque chose et forcément il y a une incomplétude, il y a une souffrance, puisque on sait tous intuitivement que ce que l'on est illimité. Tout à fait. C'est intuitif. C'est un enseignement puissant, les amis, que celui du je suis, parce que c'est encore ce qui se rapproche le plus de ce que nous sommes, j'allais dire. Je suis dans le sens de je suis, c'est pas j'ai été créé, c'est pas j'ai existé, c'est pas il y a pas de futur, il y a pas de passé, il y a pas de présent. De tout temps, ça a toujours été là.
Le Oui, seul moment où ça a toujours été là, c'est maintenant. Mais comme il y a eu oui, que maintenant, on est tranquille. c'est ça. Donc, Et maintenant, il n'y a pas de début. ouais. Alors les gens, ça les fait bugger aussi, cette histoire du maintenant et de moment présent. Mais comment vous l'envisagez, vous, le moment présent? Ça veut dire quoi pour vous, un truc insaisissable? Bah, déjà, pour moi, le moment présent, ça n'existe pas parce que ça inclut une temporalité. Ouais. C'est pour ça que Donc, je dis c'est insaisissable. je dirais pas le moment présent, mais maintenant, oui, parce que c'est vrai que lorsqu'on demande maintenant comment on arrive à le percevoir, comment ça démarre pour les gens, la plupart des gens ne savent pas dire quand est-ce que ça démarre et autres. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin à maintenant. C'est quelque part, il y a des gens qui me disaient c'est éternel, c'est sans début ni fin, non né, incréé. Et en fait, ça serait plus comme ça. Et la conscience, c'est ça. La conscience, elle est incréée, elle est non née. Elle rentre pas dans un cycle à un moment donné de naissance. Et même ce qu'on appelle la manifestation dans ce monde tangible est simplement quelque part pour elle on va dire, je dirais pas une extériorisation, mais ouais c'est ça, c'est un peu un prolongement de qui elle est, d'accord. Mais je sais pas comment le dire, c'est difficile des fois de trouver les mots. Oui. Comment expliquer c'est compliqué. C'est compliqué de trouver les mots. En fait, ce qui est difficile, c'est que tout ce qui se vit, en fait, pour un humain, la vie, ça se résume en général à des expériences. C'est des Mm. expériences sensorielles, des expériences avec les 5 sens, des expériences mentales, des expériences énergétiques, etc. Et le maintenant dont on parle avec Gérald, maintenant n'est pas dans l'expérience. Maintenant n'est pas le contenu de l'expérience. Maintenant, c'est le contenant de l'expérience. Ça veut dire qu'en fait, pour bien saisir maintenant, il faudrait enlever tout le contenu de l'expérience. Si vous pouvez enlever dans votre expérience maintenant, justement maintenant, si vous pouvez enlever tous les objets, toutes les pensées, toutes les sensations énergétiques, même les pensées subtiles dans le subconscient, dans l'inconscient, etc. Toute forme, justement, toutes les formes qui donnent la sensation d'un temps qui s'écoule, parce que ce qui donne l'impression qu'il y a un temps qui s'écoule, c'est la comparaison mentale, l'interprétation mentale du changement des formes. On compare une forme avec une mémoire mentale et donc on a l'impression qu'il y a un temps qui s'écoule. Mm. Si vous étiez dans une pièce toute blanche sans aucune forme et que votre corps c'était juste une sphère blanche par exemple, vous auriez aucune notion du temps qui s'écoule parce qu'il n'y a pas de changement des formes. Les formes resteraient toujours identiques. Mais même ça encore, ça c'est pour que vous puissiez comprendre. Je donne un exemple avec des formes. Oui, oui. Mais même ça, c'est trop. Si on enlève absolument donc tout ce qui est de l'ordre du perceptible, ce qui va rester, c'est ce qui perçoit. Donc, ce qui perçoit, c'est un je suis. Donc, il y a la conscience qui perçoit les objets, qui n'est pas, pour le coup, elle est toujours identique. Ce qui perçoit le changement des formes ne change pas. Il faut forcément qu'il y ait une conscience stable pour pouvoir percevoir qu'il y a du mouvement. Tout comme il faut forcément que, par exemple, comment dire ça? En général, je prends la métaphore du cinéma, encore une fois, il faut forcément qu'il y ait un écran blanc complètement stable et qui ne bouge pas pour que vous puissiez voir les images du film qui bougent dessus. Et donc c'est pour ça que maintenant est inexplicable, parce que maintenant n'a rien à voir avec Ouais. le monde des formes, le monde du mental, enfin tout ce qui est de l'ordre de ce qui bouge, c'est-à-dire ce qui apparaît, ce qui dure un certain temps et ce qui disparaît. Tout cela ne peut pas aider pour goûter maintenant. Pour goûter maintenant, il faut être quelque part en amont de l'expérience. Donc, qu'est-ce qui est là pour faire les expériences? C'est ça la vraie question. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui est là avant, pendant et après toute expérience? Et là, vous allez voir qu'il y a un truc qui bouge jamais, ça s'appelle maintenant. Et ça, c'est stable. Et c'est ce qu'on le met. Je compte les petites pastilles qui viennent de chauffer chez certains. Et c'est bizarre de se dire, c'est bizarre de plonger là-dedans parce que finalement vous l'enseignez aussi et vous dites aux gens, en fait, allez vers ça, ça va vous amener à la joie. Mais pour connaître la vraie joie, faut renoncer aux joies du monde. Ce que vous exprimez souvent, la joie du monde. Et en fait, la vraie joie, elle est dépendante de rien en fait.
on vous voit là, vous n'avez pas l'air malheureux. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je dis, ah, il sourit, c'est bien. Il y a même qui disent, pour une fois, tu as des invités qui sourient. Oui, les autres, ils réfléchissent. Donc, quand on réfléchit, on sourit un peu moins. Ça veut pas dire que vous réfléchissez pas. Mais ce que ça veut dire, c'est la joie, c'est quelque chose de simple qui nous traverse. Finalement, entre la joie manifestée, qui est une espèce de création, vous invitez les gens à laisser la création passer à travers eux plutôt qu'à créer. Je sais pas comment exprimer. C'est pareil, on est toujours limité par les mots, les amis. En plus, on est totalement d'accord. Les guides parfois y arrivent et vous aussi. Mais j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un de renoncer? Est-ce que c'est pas le pas le plus difficile ou peut-être le plus simple? Je sais pas. Je sais pas. Je suis emmerdé là, avec les mots, les amis. Sortez-moi de ma phrase, là, faites quelque chose. Voilà, je vous mets à l'écran, je disparais. Tu veux commencer, Gérald? Ou je Ouais, en fait, commence? c'est pas une question. Enfin, c'est un renoncement. En vérité, l'expérience qui se présente à nous, elle s'accueille en vérité. C'est-à-dire on la rejette pas. Il y a pas de là-dessus, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est à travers l'expérience que les choses souvent vont se conscientiser. Donc, c'est pas. Mais par contre, ce qui est demandé, c'est de renoncer entre guillemets à tout ce qui ne vous amène pas une paix permanente, une joie permanente. Euh, euh, tout ce qui est de l'ordre des objets des sens, c'est-à-dire les sens, en fait, les cinq sens, entre autres, et des sens subtils, vont vous amener toujours à vous identifier, à vous accaparer les objets et de croire que c'est là-dedans, en fait, que vous vivrez la paix éternelle, la joie éternelle. Évidemment, ce n'est pas le cas. Euh, euh, donc, c'est ça, en fait, qu'il faut renoncer à ça, mais pas renoncer en les rejetant, renoncer à leur nature illusoire. Mhm. Parce que tout ça, c'est une illusion. C'est de ça dont on parle. Je suis, En, oui, en- en Pierre. gé- ouais, en général, c'est assez difficile avec la volonté, comment dire, cette compréhension, si elle est uniquement intellectuelle, ça marche pas. Le mieux, c'est d'approfondir, on va dire. On va dire que aller au plus intime de soi-même, aller là, trouver la satisfaction de plus en plus, la complétude de plus en plus. En général, c'est graduel, très souvent. Oui, À part des exceptions, il peut y avoir des éveils des étapes. spontanés, mais c'est rare. Et plus on trouve la complétude en soi, plus naturellement la renonciation, le détachement vient. Mais si vous passez par la volonté, ça va être très difficile. Vous avez besoin d'une certaine joie sur le plan humain, tant que Voilà. la joie, on va dire, plus profonde, la joie d'être, tant Ouais. que la joie d'être n'est pas révélée, il y a besoin de garder des joies humaines parce que comme on est joie par nature, on a quand même besoin de ça. Même si on sait que ce sont des joies illusoires, on garde ça un certain temps et de toute façon, ça finit, tout ça finit par tomber. On finit par trouver la complétude. On n'a plus besoin de. Euh, je vois par exemple, moi avant j'étais très. Donc j'étais prof de musique à un moment donné. Donc la musique, c'était ce qui me permettait de garder la tête hors de l'eau quand j'avais 16 ans, donc avant ma première expérience d'éveil. Mhm. Et puis, avec le silence intérieur est venu et a finalement pris toute la place. Et après, j'avais plus du tout besoin d'avoir de musique, alors qu'avant, c'était vital pour moi. Il fallait que j'écoute de la musique tous les jours. Et un jour, je me suis rendu compte, tiens, ça fait 3 mois que j'ai pas écouté de musique. Et c'était pas triste, hein, j'étais très très heureux, c'était très complet. Donc c'est un peu pareil pour tout en fait. Tous les désirs, tout ça tombe de soi-même, comme on dit, comme les feuilles d'un arbre ou comme un fruit quand il est mûr, ça tombe tout seul. Il n'y a pas besoin de faire d'effort de la volonté, quoi. Voilà. C'est Mm. intéressant. Les guides que je peux canaliser ou d'autres ont l'habitude de dire ce que nous sommes n'a pas de désir, pas de besoin, pas de volonté. Oui, Oui, Et il a les caractéristiques des stables, immobiles et silencieux. exactement. oui, Donc ça c'est après il faut faire l'expérience de ces mots. On oui, reparlera oui. tout à l'heure parce qu'il y a des gens qui me disent oui mais comment on fait l'expérience? On reparlera tout à l'heure de ce que vous avez créé qui s'appelle l'ashram du cœur. On va en parler tout à l'heure. Ça aidera les gens à faire cette expérience. Il y a quelqu'un qui m'a écrit j'ai rien compris mais une part de moi a compris. Je dis bravo t'as tout compris. Globalement, c'est ça. C'est quand la tête a cessé de comprendre, mais qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui dit, je comprends rien ce qu'il dit, mais je sais que c'est vrai. Je sens que c'est juste. Ben, c'est bien, vous venez de toucher quelque chose. Finalement, c'est peut-être même l'exercice du satsang que vous pratiquez de temps en temps, d'aller toucher ça de temps en temps. Alors au début, on le frôle, on apprivoise, j'allais dire cet état, parce que c'est un état qui s'apprivoise un peu.
et puis à la fin, on est capable d'y rester. Il y a quelqu'un qui me pose une question qui est, on posera les questions à la fin, les amis, donc ne mettez pas tous des questions, s'il vous plaît, mais c'est quand même intéressant. Mais pour vous, quel est le sens de l'existence? Parce qu'il y en a qui disent, mais une fois que t'es réalisé, les mecs, je les mets là, je les endors, je les mets sous une cascade, ils vont être bien, quoi. Euh, c'est- à quoi sert la vie? Bah, c'est pas une petite question, mais la bonne réponse est à rien, mais quand même, À être. à être. Il y a plusieurs réponses possibles, mais disons que moi je dirais oui, il y a à être, bien sûr, mais Et à aussi être, à jouer. Il y voilà. a aussi la notion de jeu, parce que il y a une grande joie pour la conscience à savoir qu'elle est une et à se reconnaître dans le multiple. Parce que ça, on ne l'a pas dit, mais dans la réalisation, en tout cas, dans la réalisation comme elle s'est vécue chez Pierre, il y a eu, on va dire, il y a eu deux phases. J'en parle souvent dans les satsangs. Il y a eu une phase où ça s'est reconnu en tant que la conscience absolue, c'est-à-dire ce que l'on est au-delà de la forme. Donc, en gros, le je suis qui est sans forme, sans concept, sans définition, comme a dit Gérald tout à l'heure, on ne peut rien dire sur être, justement, c'est indéfinissable. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une reconnaissance de cela en toute forme. Et c'est pour ça qu'on a écrit, nos livres ont un point commun dans le titre, c'est qu'il y a la notion d'unité. Moi, j'ai écrit Être en unité, Gérald a écrit l'un. Et en fait, il y a une joie à voir toutes ces formes et à voir qu'on est toutes les formes. Et moi, j'appelle ça l'amour. C'est ça l'amour. Pour moi, c'est l'unité dans l'expérience. Et voilà, donc c'est très joyeux et je dirais qu'il y a aussi une notion de jeu. La conscience s'amuse beaucoup à créer. Évidemment, sur le plan humain, on va avoir du mal à comprendre ça, que les guerres et tout ça, c'est très amusant. Mais pour la conscience, en fait, comme il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de. C'est exactement comme un film. Des fois, les gens ils me disent oui, mais quand même, la conscience, elle est cruelle. Elle fait des scénarios avec des guerres, etc., etc. Dans ce cas, pourquoi les gens ils adorent voir des films d'action avec de la guerre, etc. Il y a un point commun, c'est-à-dire que le truc, c'est qu'en réalité, ce qui fait que vous aimez voir ce genre de film, c'est que vous savez que vous ne pouvez pas être impacté. Quand vous êtes dans la salle de cinéma, vous êtes dans votre siège, vous n'êtes pas impacté. Et ben, c'est exactement la même chose pour la conscience absolue, quel que soit ce qui se vit dans ce monde, elle n'est pas impactée. Donc, elle peut envisager absolument tous les scénarios. Et c'est au-delà des concepts de bien et de mal humains. C'est pour ça que les maîtres disent, la conscience est au-delà des paires d'opposés, on appelle ça. Les paires d'opposés, c'est bien, mal, chaud, froid, etc. Tous les contraires. Voilà. Non-duel, c'est cette non-dualité qu'on peut trouver dans une part de nous-mêmes. Sacrée conscience. Ouais. T'as prononcé un mot intéressant. Je me suis dit quand est-ce qu'on allait y venir, mais oui, le mot amour arrive et on l'entend prononcer très très souvent par les guides, qu'il soit du ciel ou de la terre, et comme étant primordial, comme étant un Oui. aspect. Je ne sais pas quoi dire. J'ai envie de dire, il y a que ça. Tout est amour. C'est une phrase qu'on entend parfois. Comment vous le faites résonner dans votre enseignement? Là, je vais demander à Gérald. Comment ça Ben, résonne pour toi ou comment vous le faites résonner? Je ne sais pas. en fait, je dirais que ça fonctionne par la présence d'être. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es conscient d'être la conscience absolue, et en vérité, c'est le cas de tous, hein, même si on a la croyance qu'on ne l'est pas, ça émane automatiquement. C'est-à-dire que cet amour, cette compassion, cette fraternité, Mm. tout ce qui va être le service désintéressé, où on ne se pose pas de questions et ça agit spontanément, il n'y a pas besoin d'actes réfléchis, il n'y a pas besoin de scénarios réfléchis, et ça se fait tout seul en fait. Cet amour est omniprésent. Donc ça imprègne toute chose, et même si on n'en est pas conscient, en fait, c'est toujours là. D'accord. C'est toujours là et c'est notre, j'allais dire, réalité première. Notre nature. Pierre, rien à ajouter? C'est difficile d'acheter quelque chose à l'amour. Ouais. En tout cas, vous nous redites l'amour, la joie et l'état paisible. Finalement, c'est notre état naturel quand on a enlevé tous les manteaux de théâtre.
c'est pas Oui. quelque chose qu'il faut atteindre, c'est quelque chose qui est déjà là et vous exprimez souvent, en fait, les amis, vous êtes réalisés, mais vous l'avez pas vu. Oui. Vous faites tout même pour y échapper parfois, parce qu'il y a un petit côté pratique, non que ça donne une responsabilité, mais Disons que la conscience joue à soi-disant, euh, à travers tous les êtres, se faire croire que c'est pas le cas, la réalisation, mais c'est pour mieux y revenir, hein. C'est vraiment, comme le rappelait tout à l'heure Pierre, hein, c'est vraiment un jeu d'enfant, c'est un enfant, hein. Ça joue, vraiment ça joue. oui, Et d'ailleurs, un ce que je dis et souvent, un enfant, des fois, peut paraître, des fois, dans certains cas, cruel. Donc ça peut avoir une approche pour certains, que des fois, c'est rempli un peu de cruauté et de choses comme ça au quotidien. Parce qu'il y a des gens qui vivent des vies qui ne sont pas forcément évidentes et faciles, oui. bien sûr. Est-ce que vous avez reconnu dans l'état de réalisation le fait que nous avions programmé notre existence? Quelque part, Gérald a déjà répondu oui, je savais que ça allait se passer comme ça, etc. C'est pour dire aussi que ces épreuves nous permettent de trouver les preuves, comme je dis toujours, mais sont programmées. Parce qu'on nous pose la question du libre arbitre, mais Déjà, s'il n'y a pas de temps, ça va être, ça va être compliqué d'avoir une notion de choix, tu vois. Effectivement, au moment, comment dire ça? Ce qui se passe, c'est que maintenant, la totalité du temps est là. Et tu vois, par exemple, on va dire dans l'historique de Pierre, ce que j'ai pas dit tout à l'heure par rapport à l'expérience des 19 ans, c'est que quand j'ai 19 ans, j'ai dit deux choses à la lumière que j'ai vue là sous les paupières là. La première chose, c'était je veux m'unir à toi. Et je savais pas ce que ça voulait dire, mais ça m'est venu comme ça spontanément. Et la deuxième chose, c'était et après j'en parlerai à tout le monde. Et après j'ai oublié ça. Ça. Pendant 17 ans, j'ai oublié. Et Et ce qui est très drôle, c'est que maintenant, ça se fait. Et puis aussi, j'ai eu l'occasion maintes fois d'avoir des preuves que euh, les choses pressenties quelque part arrivaient toutes, les unes après les autres. Et en fait, bah, tout était là, quoi. Tout était là depuis. Tout a toujours été là, en fait. Dès le début, en tout cas, de la naissance de Pierre, c'était déjà là. C'était Ouais. déjà prévu. Et en général, c'est prévu pour tout le monde. Tout est déjà prévu. Ouais. En fait, il peut pas y avoir vraiment de libre arbitre. Des fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doutent de ça, mais on fait un petit jeu avec Gérald. Des fois, on demande aux gens Ah est-ce que, oui. est-ce que vous pouvez nous dire la prochaine pensée qui vient? Et personne n'est capable de le faire. Personne ne peut savoir la prochaine pensée qui va venir. Euh, Exactement. voilà, ni son contenu, ni d'ailleurs quand elle va émerger. Ouais. Donc, si vous pouvez pas prédire quand va venir la prochaine pensée, c'est évident que vous avez aucun libre arbitre. c'est une démonstration. Oui. C'est une des démonstrations. Et puis, on peut même se poser, se reposer, et se dire que et tomber dans ce qu'on trouve dans le courant miracle ou d'autres enseignements, qui est tout est parfait finalement. Parce que si on sait qu'il y a une espèce de programmation intérieure, que finalement le libre arbitre conscient, ça va être plus la manière dont je perçois et vis les choses que l'événement en lui-même. Et vous retombez dans ce tout est parfait. Dans ce Oui, alors ce tout est parfait, il est très souvent mal compris parce ouais, on le réinterprète à la manière humaine, c'est-à-dire on met ce tout est parfait par-dessus les expériences et là, bah, on comprend pas puisqu'on ouais. a nos propres valeurs, nos propres critères, nos propres conditionnements, etc. Donc on comprend pas. Pour comprendre ce que ça veut dire tout est parfait, ça doit être envisagé uniquement on va dire, du point de vue entre guillemets de l'esprit C'est ça. ou de la conscience, C'est si ça. on veut le dire comme ça. Il faut comprendre le sens de la vie par rapport à la conscience, pas par rapport au matériel. Parce que Oui, pour la vie, pour la vie, enfin, pour la conscience, la vie ne sert que cela. Il y a rien d'autre. Le but de la vie n'a que à voir avec la conscience, n'a pas à voir avec, il n'y a pas de but dans la matière en soi. C'est pas là que ça se passe, quoi. Et il n'y en a pas non plus chez la conscience. on pourrait disserter 1 heure sur chacune de vos réponses. Hein. Là, j'ai donné sujet à méditation pour pas mal de gens à pas mal de temps. Donc vraiment, posez-vous sur certaines phrases, ça peut faire du bien.
Dans ce genre de cas, une expérience comme la maladie est-elle accessible à un réalisé, me demande quelqu'un. Est-ce que vous pouvez tomber malade? Le corps peut tomber malade, oui. Bien sûr. Oui. Parce que ça change pas grand-chose. Certaines personnes pensent, à tort, je le précise, les gens d'ores et déjà, que quand on est connecté au divin, on tombe pas malade. Souvent, je leur donne l'exemple de Ramana Maharshi, en disant que Ramana Maharshi était quelqu'un qui avait un cancer du sang très évolué, en fait, hein, et dont tout le monde aurait été mort, par contre, dans les 2 ans. Hein. Lui, il a tenu 15 ans, mais globalement, vous dire qu'il y a plein d'êtres réalisés À plein. à plein, et qui vivent avec une maladie, un handicap, et quand je dis vivre avec, c'est vraiment dans un accueil qui fait que ça ne les détruit pas, j'allais presque dire. Mère, la compagne de Sri Aurobindo, que vous avez peut-être croisé Auroville, typiquement, je crois qu'elle a fait 14 crises cardiaques. Pourtant, on peut pas dire qu'elle était en dehors de la réalisation. C'est un peu compliqué à dire. Mais vous en pensez quoi, vous? Ça change rien. Ça change rien. Ce qui se passe pour le corps en fait, c'est encore une fois, le corps, il fait partie du film. Oui. Et la conscience, c'est-à-dire ce que l'on est vraiment, n'est pas, je vais prendre une phrase de Jésus bien connue, n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que fondamentalement, ce qui peut arriver pour le corps physique, ce qui peut arriver même pour cet univers entier, oui. Ça c'est le genre de phrase qui me venait après la réalisation, c'est même si cet univers entier disparaissait, ça ferait rien du tout pour la conscience, rien du tout. Cet univers, c'est simplement une bulle. Hein. C'est une petite bulle, hein, cet univers. Hein. Oui. Vous savez, ça me rappelle Chico Xavier, un jour, qui est un médium brésilien. Il est dans un avion et l'avion commence à shaker, à bouger, et il pense qu'il va mourir, et il demande au Dieu de l'aider, et l'ange Emmanuel lui apparaît vraiment, et lui, il lui donne moi un conseil, et le conseil de l'ange a été « meurs dignement ». Si tu dois mourir, meurs dignement. C'était vraiment de dire, mais il se passe rien, quoi. Donc, bon sang, tout va bien, tu vas nous rejoindre. Moi, je dis souvent, les gens disent la mort est un échec, une erreur. Non, c'est une étape à la rigueur, mais il n'y a pas d'échec et il n'y a pas d'erreur là-dedans. Et parfois même, c'est notre volonté première. On le sait, quand on est dans cette... Je réponds à une question avec vous, si vous voulez bien. Une question qu'on nous pose, c'est comment est-ce qu'on peut savoir que dans cette compréhension qu'il y a rien à chercher, que nous sommes un, et savoir que ça, c'est pas une histoire du personnage, si c'est pas une fuite du personnage encore, qui essaye de se créer une auto-réalisation. J'ai envie de dire, mais je vais vous laisser répondre que, en fait, quand tu l'as vécu, tu te poses plus la question. Mais vous en pensez quoi? C'est exactement ça, en fait. Ce serait encore un concept ajouté à Je suis. Oui, c'est ça. Et par exemple, un réalisé ne se dit pas « je suis réalisé ». Oui. Un maître ne se dit pas « je suis un maître ». Il y a rien derrière, en fait. Il y a rien derrière « je suis ». Je comprends ce que tu disais. Je vais même faire une parenthèse. Tous ces gens qui nous disent « moi, j'ai pas d'ego ». Et j'ai envie de leur dire « qui dit qu'il a pas d'ego » Oui, à part l'ego. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, Sylvain, parce que généralement, c'est justement qu'il y a un personnage encore qui est capable de dire à un moment donné, moi j'ai pas d'ego, tu sais, c'est comme le méditant. Oui. Beaucoup de gens des fois nous racontent, à Pierre et à moi, que j'ai médité, j'étais dans une paix tellement profonde là, oh là là, c'était vraiment bien, c'était incroyable, j'avais jamais vécu un truc pareil. Ben là, le problème entre guillemets, c'est l'identification au personnage méditant. Sauf qu'ils s'en rendent pas compte. Oui. Tu vois, voilà. Et là, on est dans une échappatoire parce qu'en fait, cette réalisation dont vous parlez n'est pas une échappatoire à l'existence. C'est une vision de la réalité, mais on n'y échappe pas. On change ses lunettes, j'allais dire, quelque part. On voit les choses différemment. On peut pas échapper à ce que l'on est vraiment. C'est impossible. Tu ne peux pas ne pas être. Et pourtant, on passe plusieurs vies à essayer. Mais en vérité, c'est ce qu'on croit quand on part de la perspective du personnage. Voilà. Oui, on pourrait se poser dans le silence comme ça,
mais c'est ce que vous appelez aussi parfois. Et donc, je vous invite, les amis, encore une fois, ce soir, on ne pourra pas parler de tout, mais Pierre et Gérald ont des dizaines de conférences sur Internet. On va parler de l'ashram du cœur tout à l'heure, et vous les entendrez parler de cette prison du moi. C'est ce que vous évoquez régulièrement, et on est dedans. Je sens que Pierre a quelque chose à dire. Ouais, après, il y a quelque chose qui permet de savoir, enfin, qui peut peut-être aider pour savoir s'il y a une réalisation stable et authentique. C'est justement quand il n'y a plus du tout de quête, plus du tout de recherche, plus aucun questionnement. C'est ça, ouais. Justement, quand il y a une complétude, une satisfaction qui est permanente, complètement stable, pas juste sur 3 semaines, hein, mais sur des années et des années, que c'est complètement pérenne et que voilà, c'est ça en fait. Parce que tu sais, il y a toujours des gens qui vont te dire, bah peut-être que tu t'es trompé, peut-être que t'as pas réalisé vraiment, etc. Moi, une fois, on m'a dit ça, on m'a dit, mais c'est pas ça, ça se trouve, t'es pas réalisé, machin. Donc du coup, j'ai vraiment cherché, sincèrement, j'ai voulu me déréaliser. Là, j'ai voulu essayer de voir, ce que je pouvais faire en plus, tu vois. Et en fait, je peux pas. C'est-à-dire que dès que je ferme les yeux pour chercher autre chose, ben, y a tellement rien, il y a tellement personne qu'en fait, je peux pas chercher autre chose. Parce que pour qu'on puisse chercher autre chose, il faut qu'il y ait quelqu'un. Oui, exactement. S'il n'y a plus de chercheurs, il n'y a plus de chemin pour chercher. Donc, il n'y a plus de quête. Parfois, je dis que quelqu'un de réalisé, au lieu de savoir ce qu'il faut faire, il sent ce qu'il faut faire. Alors, oui, on peut le dire comme ça. Alors, c'est au-delà de tous les sens, hein. C'est-à-dire, il n'y a plus les 5 sens qui interviennent, même plus les sens subtils, hein. C'est vraiment quelque chose qui s'impose spontanément. C'est-à-dire qu'il y a même pas de structure de pensée. Par exemple, là, quand on parle comme ça, on nous voit des fois dans les conférences, c'est vrai que les gens se sont posé les questions quand on faisait des satsangs, quand on fait des satsangs avec Pierre, en disant oui, mais vous avez le regard qui part à droite, à gauche, donc vous êtes déjà en train de réfléchir éventuellement à ce que vous allez dire. Et en fait, non, c'est un réflexe du corps qui se fait comme ça automatiquement, mais il n'y a vraiment, tu vois, sur l'écran mental, bon, il semblerait que ce corps est en train de parler, je n'ai aucune image qui apparaît. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça depuis que je suis tout jeune. J'ai aucune image. Donc les paroles, ça sort comme ça. Ça peut paraître bizarre des fois, hein. Et en vérité, quand tu es conscient de ta véritable nature, c'est exactement comme ça que ça semble se passer. Il n'y a pas d'image mentale, il n'y a pas tout ça. Ça n'existe pas. Les Américains appellent ça le flow, c'est-à-dire vraiment une espèce de fluidité. Il y a rien qui retient, il y a rien qui veut traduire, il y a rien qui veut empêcher. Ça passe. Alors, ça passe ou ça casse, parce que parfois il y a des paroles qui vont passer et qui vont sembler heurter quelqu'un en face qui devait entendre ces paroles, mais ça va même pas choquer la personne réalisée. Je pense que tu aurais pu être choqué. Je pense à Pierre, tu racontais une histoire quand tu étais dans l'Himalaya d'un maître ou peu importe à qui tu poses plein de questions et qui un jour finit par te dire bon écoute Pierre, réalise-toi et après reviens quoi. Tu te souviens un peu de ce temps-là? Ouais. Là, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que tout se passe par l'élan du cœur, spontanément, automatiquement. Eh oui. Donc, effectivement, il n'y a pas de réflexion. Ce qui est le plus difficile, je dirais que c'est de convertir en mots le vécu direct. C'est très difficile de convertir des fois en mots certains vécus. Ça peut peut-être faire que justement, des fois, ça peut être difficile de trouver les mots. Mais à part ça, en général, tout est spontané, quoi, tu vois. Tu sais, cette même contrainte, on la ressent chez les guides que je canalise qui sont toujours comme frustrés par les mots. Parce que ils disent, en fait, quoi que je dise comme discours, je peux faire le discours le plus long, ça ne sera qu'un échantillon de ce que vous êtes. Bah oui, bien sûr. De toute façon, si tu pars de la perspective de la conscience, elle n'a pas de mots. Elle n'a pas de langage. Elle n'a pas de parole. Tout ça, ça n'existe pas, puisqu'à chaque fois qu'on dit ça, on l'humanise. On en fait un personnage de cette conscience. Ça n'a aucun sens. Mais bon, ça joue quand même à traduire, à passer par des espèces de vibrations, des fréquences, des énergies et tout ça, pour que ça puisse interagir entre tout un tas de choses. Ça joue le jeu. On joue avec.
pour expliquer à nos amis, ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, après que vous ayez vécu ces étapes, vous recevez toujours des gens chez vous, gratuitement d'ailleurs la plupart du temps, pour les aider à avancer, à progresser, à faire leur chemin, et finalement vous vous retrouvez, je sais pas comment poser ma question, mais je vais essayer de l'acheter comme ça, on verra bien ce qui se passe. C'est globalement, vous devez vous apercevoir que on est tous pareils. Finalement, Oui. c'est toujours les mêmes questions qui ressortent, toujours les mêmes ressorts, toujours les mêmes histoires. Euh, Alors au début, ça peut être agaçant, puis au bout d'un moment, on en rigole, on se dit mais on est tous effectivement des bébés quoi. J'ai peur, aidez-moi. Parce que ça, c'est peut-être le sujet où je voulais en venir, c'est que finalement, il y a énormément de peur pour amener à ce questionnement, cette peur qui est censée être notre ennemi numéro un, et qui peut l'être pour le corps parfois, hein, je vais être clair, en fait, ne l'est pas pour la conscience, parce que il y a toujours un événement qui nous pousse à se les poser, ces questions. Ouais. Elle passe aussi par là, la conscience, hein, justement, pour pouvoir qu'il y ait ces lueurs, ces éclairages, entre guillemets, ces rappels. Forcément, s'il y a des peurs constamment dans l'existence, des angoisses, des appréhensions, tout un tas de projections, Mhm. d'identification ou de mal-être, ce qu'on va chercher à ce moment-là, en tout cas l'élan, à chaque fois qu'il se présente, c'est d'aller justement dans un endroit, entre guillemets, pour mal le dire, où justement il n'y a que la paix, la joie, la sérénité, la tranquillité. Donc c'est un outil qui est très efficace, la peur et tout ça, parce que ça nous amène à pointer là où c'est paisible. En vérité, ça sert à ça, hein. Le mental, il sert aussi à ça. L'ego aussi, ça sert à ça. La peur On est, arrive à une saturation. À un moment donné, on arrive à une saturation de cette espèce d'envahissement, j'allais dire, de pensée et autres objets qui fait qu'on finit par avoir une sorte de ras-le-bol. Et là, à partir de là, forcément, on va vouloir la paix et la tranquillité. On ne peut pas faire autrement. la paix et le doute sont des éléments polisseurs, j'allais dire, polissons parfois. Est-ce que vous croyez pas que il y a chez beaucoup de gens une grande peur de la réalisation, avec une impression qu'il y a une espèce de responsabilité immense qui tomberait derrière? Cette grande peur, on la voit souvent, Oui, mais c'est pas forcément le côté responsabilité, c'est c'est plutôt ça, en général la dernière peur qui se manifeste, c'est la peur de ne plus exister. C'est pas la exactement. peur de mourir, hein, c'est la Non, peur de ne plus exister. C'est-à-dire que l'ego est capable de nous faire croire qu'on va disparaître, qu'on va exactement. se dissoudre. Et ça, les mystiques, ils appellent ça le saut de la foi. Ouais, Il y a un moment donné où c'est comme si on était au bord d'un précipice, que l'ego nous fait croire qu'on va se dissoudre si on saute dedans. Et effectivement, ben, il faut sauter. c'est ça. Il faut sauter pour voir ce qui se passe justement quand il n'y a plus rien d'ajouter à être, puisque Ouais, une des définitions que je donne à la réalisation, c'est être sans ajouter à être. Donc, qu'est-ce qui se passe si on est capable d'être sans ajouter à être? Et donc, euh, et donc là, en général, ouais, cette peur arrive très très fréquemment, en général à la toute fin du chemin spirituel. Il y a cette peur très très forte qui peut se manifester. Et puis après, bah, ça, une fois que c'est tombé, on se rend compte, bah, on est toujours là. Quel que soit ce qui se passe, on est toujours là, on est toujours le même. Et justement, cette phrase qu'a dit Gérald tout à l'heure est très importante puisque on la retrouve, j'ai envie de dire, au fil des âges, depuis des millénaires, cette fameuse vérité que l'on est toujours le même. C'est cette reconnaissance quand on reconnaît notre véritable nature, on sait qu'on est toujours exactement le même, quel que soit ce qui peut arriver. Euh, voilà, c'est toujours pareil. C'est toujours pour la conscience, rien. C'est comme si quelque part rien ne bouge dans l'absolu. Rien ne bouge jamais. ouais, Il y a l'apparence d'un mouvement, comme des petites vaguelettes à la surface d'un océan qui lui-même est totalement stable. On pourrait dire que l'espace au sein duquel tout se meut, l'espace ne bouge jamais, est toujours stable, immuable. Et c'est pareil pour le temps, c'est-à-dire qu'il y a un maintenant immuable au sein duquel il semblerait qu'il y ait un temps qui s'écoule, mais ce exactement. maintenant ne bouge jamais. Donc en fait, la conscience ne bouge pas. Quel que soit ce qui puisse se passer, ça bouge jamais. Et vous savez, on retrouve les mêmes peurs parfois avec la mort, où il y a des gens qui croient que une fois morts, ils vont passer dans un être, ils vont se fondre dans un être et ne plus exister. C'est la même peur, en fait. Il y a exactement la même peur de dire, oh, je vais être annihilé, ma conscience va être annihilée dans le grand tout, ça a l'air sympa, mais je veux pas y aller, je veux exister. Alors qu'il y a tout un tas d'étapes pour nous montrer que c'est pas le cas, et que finalement, on gardera une identité tant que
Il y a quelque chose en nous qui voudra en garder une, aussi légère soit-elle. Notre volonté est faite. C'est un peu compliqué celle-là, mais notre notre volonté est faite. Euh, on nous écrit, on va passer, si vous voulez bien, aux questions-réponses, les amis. Et Ok. entre-temps, je vais parler de vos sites. Donc, si vous avez des questions, les amis, sur Internet, mettez point d'interrogation, votre question. Parce que là, le chat, tout le monde m'écrit, je n'arriverai pas à faire le tri. Mais mettez 2 points d'interrogation, posez votre question, je vais trier, je suis déjà désolé pour ce que je ne prends pas, mais on va pas pouvoir tout prendre. Pierre, quelqu'un nous écrit, la chouette blanche, nous écrit Pierre est réalisé parce que c'était écrit, du coup on voit pas pourquoi est-ce qu'on chercherait à se réaliser. Si on médite, est-ce que ce serait pas finalement pour s'apaiser? Moi j'ai envie de dire que c'est assez contagieux ce truc. Je pense qu'il y a des lampes qui sont là allumées pour que d'autres s'allument ou pas d'ailleurs, mais globalement c'est assez contagieux. Vous en pensez quoi? Autrement dit, quelqu'un qui me dit mais en gros si je dois être réalisé, je le serai. Alors qu'est-ce que je vais m'embêter avec vous? De toute façon, tout ce qui doit avoir lieu aura lieu, quel que soit votre effort pour l'éviter. Donc, vous avez aucun moyen de savoir réellement s'il va y avoir réalisation ou pas, puisque par exemple, les clairvoyants ne peuvent pas vous le dire parce que c'est en dehors du temps et de l'espace. Encore une fois, c'est en dehors du plan du film. La réalisation est en dehors du film. Donc, personne ne pourra jamais vous dire, bon, il y a peut-être des petites exceptions, peut-être un être Exactement. réalisé. Un être Ouais. réalisé pourrait vous le dire. La conscience absolue pourrait vous le dire, mais pas un médium parce que ça échappe, on pourrait dire, à À sa tout. vision. On va dire ça comme ça. Ouais. Ça échappe à sa vision. Donc vous pouvez pas le savoir. Le mieux c'est juste de suivre l'élan du cœur, de suivre la passion, la joie, l'amour, et puis et finalement ne pas s'occuper du reste parce que des fois tendre vers l'éveil, tendre vers la réalisation, ça peut aussi créer énormément de tensions et de mal-être. Mhm. Et pour la petite histoire, chez Pierre, justement, ça s'est réalisé quand j'ai arrêté de chercher la réalisation parce que j'ai perçu une tension intérieure. J'ai vu que ce concept de réalisation m'emprisonnait quelque part. Donc, je me suis juste dit, moi, je veux juste la paix, je veux juste être bien, je veux juste être tranquille. Et puis, bon, parmi l'éventail d'outils que j'avais, d'outils spirituels, j'avais énormément d'outils. J'en ai pris juste un, qui est la répétition du nom d'un être qui m'inspire le plus. Et en l'occurrence, à l'époque, c'était juste Jésus. Donc, intérieurement, je répétais juste le nom de Jésus en permanence. Et puis, je sentais une paix, une douceur, on va dire ça comme ça, une tendresse, quelque chose d'agréable. Et donc, et je restais constamment là-dedans parce que c'était agréable, confortable et c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Et c'est juste comme ça que ça s'est fait, quoi. J'ai arrêté de chercher. Chercher était trop souffrant, en fait. Ouais, ouais. À un Voilà. moment donné, voilà, à un moment donné, c'est comme ça que ça se passe. La recherche, elle se tarit. Et puis le but aussi à atteindre, parce qu'on a la croyance d'un but à atteindre. En général, c'est là d'ailleurs probablement l'une des dernières croyances qui tombe, puisque on s'aperçoit que c'est aussi un objet, puisqu'il n'y a rien à atteindre, il n'y a pas de but à atteindre, puisqu'on est déjà maintenant ce que l'on est. Et pour reprendre, enfin, dans une des traductions de la Bhagavad Gita, qui est un extrait du Mahabharata, donc littéralement qui signifie le chant du Seigneur, où Krishna qui représente l'absolu, le soi, Dieu, appelez-le, voilà, quel que soit le mot que vous y mettez, Mhm. et Arjuna qui représente le disciple, le chercheur spirituel, le dévot. Et à un moment donné, Krishna dit, quelle que soit la voie que vous empruntiez, que vous soyez de la voie de ceux qui adorent Shiva, ou vous vous flagelliez, ou que vous soyez des pandits, etc., immanquablement, vous passerez par moi. Quand il dit par moi, il parle du soi absolu. Quel que soit le nombre d'incarnations, tôt ou tard, vous réaliserez le soi. Ça ne peut pas être, ça ne peut pas être autrement. Une autre sagesse indienne disait, voyageur, tu n'as pas de chemin, suis ton chemin en marchant. Euh, Bon, on peut en faire plein, mais je suis d'accord, ne vous inquiétez pas. Je suis 100% d'accord depuis tout à l'heure, ça en est presque inquiétant. Mais on disait, il n'y a qu'une source, donc globalement, on peut avoir que le même type d'enseignement. Et souvent, la question qui crée du problème aux gens, c'est comment? Alors que c'est celle qu'on doit vous poser matin, midi et soir. Comment je fais? Comment j'y arrive? Comment on y va? Comment ça va se passer? Entre le préconçu, entre l'idée que vous auriez une méthode magique,
j'ose plus parler parce que forcément la question que je vais poser après va être comment vous faites? Je me retrouve embêté et de vous dire, est-ce que on peut utiliser des faux outils comme le comment pour arriver à un pas comment quelque part? Oula. J'en ai des fois je parle et je me dis ça y est, j'en ai décroché 10. Je vous rassure, les gens y suivent, ils nous ont pas quittés. Donc globalement, vous savez quoi? Oubliez ma question. Je vais présenter vos sites et après je passe aux questions. Gérald, je crois que c'est toi qui es intéressé par une association qui s'appelle Tout et Un. Tout est un, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, elle a été créée avec un ami qui en est devenu d'ailleurs le président en 2013, Hmm. suite à un élan spontané, voilà, d'aide, de soutien. Justement, alors Tout est un a mis en place à un moment donné, avec l'aide de grandes associations comme Emmaüs, le Secours catholique, des partenariats, de Mhm. façon à pouvoir agir et intervenir dans l'élaboration de repas assez complets dans les centres d'hébergement d'urgence, entre autres. Voilà, donc on fait principalement ça actuellement. Voilà. Et Donc donc les gens peuvent vous apporter leurs dons en voilà, allant sur le envoyer des site dons, touetunun.com. éventuellement dès qu'il y a des événements justement de repas avec ces grandes associations, euh, il peut y avoir aussi des fois des besoins de bénévoles, voilà, entre autres choses. Oui. Autour d'une région particulière ou partout? Ah bah là, c'est principalement tout ce qui va être Paris et voilà, dans cette région-là pour D'accord. l'instant. Il y a des Ah, antennes, mais c'est moins actif. Mais Paris est beaucoup plus actif. Paris et couronne, comme on dit. Et pendant le confinement, j'allais dire, enfin, pendant la période actuelle, vous en avez profité pour créer un ashram virtuel. Est-ce que vous voulez nous en parler de ce que vous appelez l'ashram du cœur? Sachant que le site est facile à trouver, les amis. Vous tapez ashramducoeur.com. Je vais juste te dire que, globalement, les gens qui veulent y participer peuvent donner entre 1 euro et 100 millions par an, par mois, s'ils veulent, hein, c'est pas grave. Mais ça démarre à 1 euro par mois, parce qu'on va me demander le tarif. Mais c'est quoi l'ashram du cœur? Parlez-moi-en, s'il vous plaît. Alors, l'ashram du cœur, c'est comme un vrai ashram, c'est-à-dire qu'il y a le satsang. Donc, dans un ashram, on y va pour. Le but d'un ashram, c'est une communauté Oui. où on se rassemble dans un but commun. Et le but commun, c'est la réalisation du soi. Donc, il y a le satsang en général dans un ashram. Donc, c'est-à-dire que, bien, là, en l'occurrence, c'est Pierre et Gérald qui partagent. Mais pas que, parce que j'ai lancé une émission qui s'appelle Chemin d'unité, où justement j'interviewe des personnes qui ont réalisé le soi. Donc il y a toutes sortes de gens qui interviennent. Il y a aussi dans un ashram en général des pratiques. Donc là, on propose des pratiques toutes les semaines. Il y a un cours de yoga, il y a de la méditation pour l'instant. Et puis bon, il y a le satsang tous les vendredis soirs. Et il va y avoir aussi très très prochainement aussi la pratique du chant du yoga aussi, qui est aussi une pratique qu'on rencontre dans les ashrams, donc le chant dévotionnel. Et puis, bah, il y a aussi une plateforme de rendez-vous, donc pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, avec Gérald. Pour l'instant, pas encore, mais bon, on verra plus tard. Mais pour l'instant, avec moi, on peut prendre rendez-vous automatiquement, ce qui me facilite beaucoup la tâche parce que quand j'avais à organiser tous les rendez-vous, ça me prenait un temps énorme, plusieurs heures par jour. Donc, du coup, voilà, ça se fait tout seul et c'est très bien. Et puis surtout, le plus important, c'est que l'ashram du cœur est une communauté interactive, ce qui Oui. n'est pas la même chose que la plupart des communautés que l'on voit habituellement. Donc, moi, je trouve ça très bien, YouTube, etc. Mais quand les YouTubeurs ils disent bonjour ma communauté, bah non, en fait, pour moi, c'est pas ça une communauté. Une vraie communauté, c'est quand tout le monde peut interagir avec tout le monde. Donc là, le but de l'ashram du cœur, ça a été de fédérer les gens aussi. Et donc, il y a une carte interactive où tous les membres peuvent se voir sur la carte. Les gens peuvent se retrouver, peuvent chatter ensemble, discuter en temps réel, peuvent créer des salons de visioconférence à plusieurs s'ils veulent. Il y a un forum pour que tout le monde puisse discuter. Donc, il y a vraiment des outils pour que tout le monde puisse se rencontrer. Et parce qu'avec Gérald, comme on rencontre énormément de gens, on a vu qu'en Occident, les gens, en général, ils se trouvaient seuls sur le chemin. C'est très fréquent. On nous dit souvent, je suis seul sur le chemin, etc.
Mais comme avec Gérald, nous, on rencontre on va dire honnêtement des milliers de personnes. On connaît des milliers de personnes sur le chemin. On sait très bien qu'à côté de la personne qui nous dit je suis seul, nous, on en connaît une dizaine à côté de chez elle. Donc, du coup, on a créé cet ashram aussi pour mettre en lien tout le monde, pour que les gens se rassemblent, faire des cercles de prière, par exemple, ou des méditations. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est qu'au début de l'ashram du cœur. On va dire le tronc et les racines sont là, mais c'est vraiment que le début, quoi. Le but, ce serait que ça soit aussi actif, un vrai ashram, donc avec plein d'activités tous les jours, etc. Et il y a une dernière chose que je voulais dire, c'est que le principe de l'ashram aussi, c'est que les gens, en adhérant à l'ashram, ils payent pour des retraites dans un vrai ashram temporaire, un vrai ashram éphémère, c'est-à-dire qu'on va animer des retraites plusieurs fois par an. On va animer des retraites en France et dans le monde francophone, donc Québec, Suisse, Belgique, etc. Et c'est l'argent des adhésions de l'ashram qui va permettre de payer les retraites pour que tout le monde puisse accéder aux retraites à moindre coût. En fait, puisque le but de l'ashram, c'est vraiment de pouvoir donner l'accessibilité à tout le monde. Voilà, c'est pour ça que ça commence à 1 euro l'adhésion, pour que tout le monde puisse avoir accès à cet ashram, quoi. Voilà. C'est une belle aventure et effectivement, je vais faire à la même chose. J'allais presque dire merci de l'avoir fait pour moi aussi, pour le coup. Donc, allez là, parce que moi aussi, on me demande toujours comment réunir les gens qui sont dans un lieu. J'ai beaucoup de gens qui me disent, je suis tout seul chez moi, j'ai l'impression d'être toute seule dans mon village. Et moi aussi, quand je vais dans les villes, je me dis, mais attends, elle habite 2 rues plus loin, la dame là-bas. Alors, je te dis pas d'aller faire du porte-à-porte pour la trouver, mais globalement, grâce à vous, on va pouvoir trouver. Votre site risque de déborder, hein. Vous voyez un gros serveur, parce que je pense que là, ça va débouler. On a ce qu'il faut. Ça va débouler. Je vais passer aux questions et je vous remercie vraiment d'avoir lancé cette initiative de l'ashram du cœur qui est en plus tout à fait accessible. Chacun met ce qu'il peut, hein, ce qu'il peut. Oui. Voilà. Alors, oula. Alors forcément, je vais devoir trier les questions, parce que là, c'est la fête. C'est la fête. Alors, la première question que je vais vous poser, on me demande ce que vous pensez de la vie après la mort. Est-ce que vous posez vraiment la question? S'il y a une autre réalisation après la mort, qui permet de passer à un autre niveau après la mort. Tu poses la question à qui, Sylvain? À Gérald, oui, j'ai dit que je dirais Gérald. Donc, oui. je te lis directement la question de voir qu'elle est un peu plus subtile que ça. Est-ce que la réalisation te permet de passer à un autre niveau après la mort? Alors, la réalisation dans la manifestation, donc, dans le corps charnel, permet surtout de conscientiser qu'il n'y a pas de mort, au sens où humainement on l'entend. D'accord? Ce qui fait qu'il y a simplement, il semblerait, un genre tu vois, où on se décorpore complètement, les enveloppes subtiles qui sont un certain nombre, d'après les différentes écoles philosophiques, voilà, l'âme se retrouve sur son plan d'appartenance et tout ça, mais pour quelqu'un qui a vraiment réalisé le soi, ça se passe comme ça, si vous voulez, mais c'est différent. Ça veut dire que quand il arrive de l'autre côté, entre guillemets, il n'est pas en train de se poser à nouveau des questions de sur quel plan il va se trouver, est-ce qu'il va continuer à évoluer, est-ce qu'il va encore réaliser des choses. Pour lui, de l'autre côté, et ici, c'est pareil. Je le disais tout à l'heure, et il est toujours aussi conscient, sans avoir un corps charnel, que quand il en avait un. Ce qui signifie, pour parler en clair à nos amis, que s'il a envie de se réincarner parce qu'il a envie de faire une autre expérience, excusez-moi l'expression, mais ça va lui en toucher une sans faire bouger l'autre. Oui, mais en plus, comme dit justement Krishna, quand Krishna il parle en tant que conscience absolue, il dit la différence entre vous, entre guillemets, qui n'êtes pas conscient, ou qui avez la croyance d'être conscient, vous incarnez par une forme d'automatisme dans lesquels il y a du karma et puis l'obligation de l'incarnation, tout ça. Moi, je m'incarne de mon propre chef. Et en fait, c'est ça. Il parle à la perspective de la conscience. Très bien. Question pour Pierre, cette fois-ci. Que penser de l'état du monde et de ce qui se passe actuellement en France et dans le monde? Comment le vit un être réalisé, cette crise du Covid, pour parler clairement?
Ah, bah, c'est pour la pour lui. conscience Et secrète, Gérald, il rigole, il se dit c'est pour lui. C'est pour lui, c'est lui qui l'a eu. Vas-y. Je t'écoute. pour, pour ce que l'on est vraiment, ça change rien, évidemment, parce que comme on est fondamentalement, comme on est en dehors du film, quel que soit ce qui se passe dans le film, ça change rien, quoi. Il y a des êtres réalisés qui ont vécu dans des situations bien pires, qui ont vécu sous les bombes, qui ont vécu dans des pays dans la guerre, etc. Donc, pour le soi, ça change rien. Par contre, du point de vue planétaire, ce qui est intéressant, ce qui se passe, c'est que l'humanité est beaucoup secouée. Oui. Et quand on est beaucoup, beaucoup secoué, eh bien, ça met en valeur quelque part ce qui ne fluctue pas, encore une fois. Donc là, actuellement, par exemple, il y a plein de gens, il y a plein de réalisations spontanées, il y a plein de gens qui conscientisent plein de choses, parce que en ce moment, en fait, quelque part, comme dirait, il y a les sages dans les Himalayas, ils disent la souffrance est une amie qui te prend par la main et te ramène à la maison. Donc en fait, en général, quand il y a de la souffrance, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme un retournement de la conscience vers elle-même, et ce qui permet de réaliser ce qui est au-delà de la souffrance, pardon. C'est ça. Quand il y a souffrance, cette souffrance, elle permet de réaliser ce qui est au-delà de la souffrance, puisque la souffrance, en fait, c'est toujours une perception. C'est toujours une perception. Et des fois, quand il y a une souffrance extrême, ben ça peut amener une réalisation spontanée chez certaines personnes, chez certains êtres, quand il y a beaucoup, beaucoup de souffrance. Parce qu'en fait, par exemple, quand tu perds tout, je connais des gens comme ça, c'est arrivé, tu perds tout, tu perds, je sais pas, les proches, le travail, la santé, etc. Tu te retrouves sans rien, et ben la seule chose qui reste, c'est ce que tu ne peux pas perdre. Et ce que tu ne peux pas perdre, c'est être. C'est ça. Donc, Oui. donc voilà. Au niveau planétaire aussi, on pourrait dire que c'est une période intéressante parce que moi je trouve que c'est un peu je dirais que c'est comme la crise d'adolescence, on va dire. L'humanité, on est un peu là. Et j'aime bien voir l'humanité comme un seul corps. C'est ça. Donc en fait, c'est en général, avant qu'il y ait une réalisation stable et définitive, on passe, comme je disais tout à l'heure, par une phase de souffrance des fois un peu extrême. Ça peut arriver, qu'il y ait une phase comme la grande peur dont on a parlé tout à l'heure, le saut de la foi. Et ce qui se passe au niveau individuel, c'est pareil au niveau collectif. C'est exactement la même chose. Avant qu'au niveau collectif, il y ait une conscientisation du soi, on est obligé quelque part au niveau collectif de se faire secouer. Donc, c'est pour ça qu'au niveau planétaire, en ce moment, ça secoue. Voilà, exactement. Les guides parlent d'un accouchement et surtout, comme vous dites, effectivement, un jeu de valeurs, s'apercevoir que ce qui est permanent ne peut pas nous être enlevé. Non. Oui. Que ce qui nous a été enlevé était forcément quelque chose d'impermanent. Je veux pas dire inutile, mais Non. en tout cas impermanent. Et vous parlez souvent de cette permanence comme ce qui est recherché. Alors c'est pour ça que je trouve ça. Les guides disent la même chose. J'allais dire encore une fois, c'est la même source, donc ils vont pas dire autre chose. Mais ils expliquent concentrez-vous sur ce qui va durer, ce qui est permanent. Donc ils invitent les gens, par exemple, à aller dans la nature. C'est l'arbre en ce moment, qu'il y ait le Covid ou pas, globalement. C'est ça. Ça va. Les feuilles elles tombent, les feuilles elles poussent, ça va aller. Oui, mais là, Et puis en plus, dans les bois, dans la forêt, il n'y a pas de mental. il y en a moins. Oui, oui, Forcément, oui, c'est vrai, c'est vrai. faciliter les choses. Hein. C'est vrai, souvent, tu sais, pour rigoler, Gérald, on est entre nous, personne ne regarde, on est que 7000. Euh, mais globalement, je dis toujours, si les oiseaux étaient comme les humains, on les verrait sur un fil et de temps en temps, on en verrait un tomber parce qu'il fait une crise cardiaque en se disant, hier, j'aurais pas dû lui parler comme ça, ou alors est-ce que demain on aura bouffé? Et il tomberait, tu vois, on verrait les oiseaux tomber. Comme ça, comme des merdes. Excuse-moi D'ailleurs, l'expression. entre parenthèses, on parlait de justement comment vivre la présence et le maintenant. Ben, le Christ le dit justement dans la Bible. Est-ce que les oiseaux s'inquiètent de ce qu'ils mangeront demain? Oui. Donc ça veut bien dire qu'il faut être maintenant. Hein. Ouais, mais c'est ça, t'imagines, il tomberait. Mais alors que nous, on est là, qu'est-ce qu'il va nous faire demain? L'autre, il va parler demain, qu'est-ce qu'il va te faire? À toi, rien. Ne t'inquiète pas. À qui tu es vraiment? Rien. Il fera rien. Bon, alors, allez, je continue quand même. Mais on rigole. On nous pose une question, beaucoup se la posent, alors je vais la poser, c'est celle d'Aquilis. La réalisation, est-ce que c'est quelque chose d'accessible à quelqu'un ou est-ce qu'il faut être une vieille âme? Est-ce qu'il y a des prérequis?
Non, non, j'ai il n'y pas a pas dit de qui allait condition. répondre. Gérald. Il y a aucune condition. Ah, c'est ton chat, est d'accord. D'accord. Euh... Dans la réalisation, il n'y a pas de condition de vieille âme, hmm. d'âme jeune. Voilà, il n'y a rien de tout ça. Oui, on le voit d'ailleurs même dans la vie de certains maîtres d'ascension où ça a été des tueurs dans une vie antérieure et ils se réalisent dans la vie suivante. Donc il n'y a pas non plus de frein. Sylvain, dans la même vie, hein, pour certains, hein, dans Oui. la même Ah vie oui, oui, incarnée, oui, oui, ils ont oui, oui, été oui. tueurs et ils ont réalisé le soi. Hein. C'est Ouais. arrivé. Hein. C'est souvent, je dis, quand tu commences à étudier la vie des saints, t'as plus tellement envie d'être un saint parce que globalement, ça termine souvent pas terrible. Euh... Alors, comment nous demande Fleur, c'est pour Pierre, tiens. Comment la conscience peut-elle faire l'économie des ressentis de l'âme et se retirer dans la réalité de paix sans trahir son incarnation qu'elle appelle la moitié de l'être? Autrement dit, est-ce que la réalisation serait une trahison de tout ce qu'on était? Ah, ok. Je peux me poser différemment, mais Ah, quelque part, il y a une notion de trahison là-dedans. En fait, le truc, c'est qu'on a tendance à dissocier les choses et à voir la réalisation comme une espèce d'expérience où quelque part on s'abstrait Ouais, du monde des formes. Alors, ça peut se vivre comme ça pendant une petite phase. Il y a une ouais, petite phase comme ça où effectivement, pour pouvoir discerner justement, pour pouvoir discerner le permanent de l'impermanent, il ouais, y a un moment où, pouf, effectivement, on sort complètement du monde des formes impermanentes, donc du monde des objets, etc. Là. Donc cette phase-là, moi, je l'ai vécue pendant quelques mois et c'est vrai que c'est assez, ça peut être un peu spécial, surtout pour l'entourage. Et puis après, ce qui se passe, c'est que il y a comme on pourrait appeler ça, enfin, c'est pas une réabsorption, mais il y a un retour où justement on se reconnaît partout, en toute chose, en toute forme, et il n'y a plus du tout justement cette notion de vie séparée. ouais, Donc il y a plus de trahison, puisqu'en fait il y a même plus deux. Pour qu'il y ait une trahison, il faut qu'il y ait un sujet et un objet, ou il faut ouais. qu'il y ait au moins deux êtres. Là, il peut pas y avoir de trahison puisqu'il n'y a qu'une seule vie avec un V majuscule. Donc qui pourrait trahir qui s'il n'y a qu'un? Oui, C'est ça. ça me rappelle une autre phrase que je cite souvent, de dire si Dieu est avec nous, qui est contre nous? Euh, Exactement. et on en parlait tout à l'heure, oui, il y a cette étape, et moi j'ai connu comme vous des êtres qui étaient dans leur réalisation et que quelqu'un d'un peu pragmatique, genre moi, a envie de secouer en disant ça, fais quelque chose, bouge! Et effectivement, mais c'est nécessaire de vivre. Alors ce passage-là, il peut être très furtif, hein, je précise aux gens que euh, je pense à quelqu'un en particulier, je vais pas donner le nom parce que là, je vais éviter, mais qui a vécu ça pendant 3 mois et qui s'est un peu réveillé après. Puis j'ai connu des gens qui ont vécu ça pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, tu te demandes s'il a pas fait un AVC. Hein. Enfin, Mm. quelqu'un de pragmatique te dirait, attendez, il bouge plus, là, il regarde dans le vide et il sourit l'autre. Pour Ouais. certains, ça peut durer même bien plus longtemps que ça, hein, plusieurs années. Hein. Oui, oui, Ouais. Alors, dans ça ces doit être cas-là, compliqué à gérer. Ah ouais. en fait, dans ces cas-là, c'est prévu à l'avance, justement, avec l'incarnation. Tu vas pas aller venir, entre guillemets, Ouais, en Occident. C'est très rare. Ça doit sans doute arriver, mais c'est très, très rare. Si c'est pour rester C'est ce que j'allais dire, dans ouais. cet état de conscience absolue. Par contre, en Inde, j'en ai rencontré, ouais. En Inde, il y en a qui restent pendant 40 ans, comme ça, et tu viens leur poser une question sur le plan humain, ils te répondent même pas. Ils te regardent et en fait, il n'y a même pas de sourire, il n'y a rien. Ils passent à autre chose, quoi. Ils regardent ailleurs et font Ouais. non, aucun intérêt, tu vois. Ils parlent pas du film. Ils Je parlent sais pas pas du ce plan qu'il du film. fume, je sais pas ce qu'il fume, mais je veux la même chose que lui. Je- c'est un peu ça. Oui, oui, oui. Et tu as raison, effectivement, en Inde, pour ceux qui n'ont jamais lu, je vous invite à lire Autobiographie d'un yogi de Yogananda. C'est assez intéressant de voir que ouais, ces phénomènes existent depuis toujours en Inde et sont acceptés, alors que nous, on se pose des questions, ils se posent pas de questions. Il y a des endroits, des vieux villages en Inde où quand on voit quelqu'un léviter dans la rue, ça n'étonne plus personne. Mais bon. En France, ça ouais. étonnerait du monde. Hein. On chercherait où est le truc. À une certaine époque, en France, en Occident, les gens, il se passait tout ça autour des saints. Hein. Il y avait des gens qui allaient voir plein de saints et saintes, il y avait Mm. plein de miracles, plein de choses, des lévitations, et on trouvait ça normal à une époque. Hein. Ouais. Oui, 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 je suis C'est d'accord. drôle. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que tu regardes ça, tu te dis, mais encore une fois, ne vous attachez pas au pouvoir. Ils ne sont qu'une expression d'une possibilité parmi des milliards d'autres.
Alors évidemment, j'ai quelqu'un qui me pose la question, mais c'est Marianne. Je te salue, Marianne, notre artiste préférée. Euh, Elle demande si la réalisation et l'éveil, c'est la même chose. Donc en fait, elle dit, est-ce que la réalisation est l'équivalent de l'éveil? Alors on est dans le vocabulaire, mais pour vous, Alors, Pierre, pardon. moi, ouais, en fait, en général, moi, je distingue les deux. Je préfère dire que l'éveil est l'éveil, c'est comme tu ouvres une porte C'est ça. et tu la refermes après. C'est une lueur. Voilà, tu as vu ce que tu es vraiment. Donc l'éveil, tu t'es réveillé temporairement, on va dire, du rêve. Puis après, en général, il y a des phases de rendormissement. Donc après, tu as des allers-retours. Et la réalisation, c'est quand tu as réalisé ce que tu es vraiment. Et quand c'est réalisé, ça ne peut plus jamais se déréaliser. Donc c'est pas possible. Il n'y a pas de demi-réalisation du soi. C'est réalisé totalement. Oui. Donc voilà. Après, il y a certains sages qui vont dire, ils vont dire que l'éveil, on pourrait traduire ça comme des lueurs de réalisation aussi, on va dire. Voilà, mais en gros, l'éveil, c'est quand c'est impermanent, quand c'est pas encore stabilisé, et la réalisation, c'est quand c'est stable. Ça donne un échantillon, quoi. D'accord. Une question qu'on me pose qui est très pragmatique aussi, qui est mais vous y avez déjà répondu, mais je vais laisser Gérald y répondre, parce que c'est Pierre qui y a répondu tout à l'heure, donc on va voir s'il dit la même chose. Le timing de réalisation est-il toujours parfait? Genre, tu te réalises alors que tu as la responsabilité de 3 enfants. Oui, tout est parfait parce que même les 3 enfants qui forment la famille et la femme et tout ça, etc., la configuration comme elle est faite, ça devait se faire exactement comme ça. Donc oui, c'est parfait, bien sûr, c'est parfait. Je pense que personne ne peut toucher du doigt ce tout est parfait sans effectivement l'intégrer. Alors, Dans on la sait que il y a des gens qui vivent ça dans une réalisation. Pardon, tu me disais, Gérald, je t'ai interrompu? tant que tu n'as pas conscientisé en fait ce que tu es, entre guillemets, enfin, être, c'est que des mots quand on parle de c'est parfait. On n'arrive pas à l'appréhender. Ah oui, mais ça peut même être énervant. Je sais qu'il y a plein de gens que ça énerve profondément. Mais on sait aussi, Gérald, qu'il y a des gens qui font des expériences hors du corps, des NDE, etc., et qui vivent cette réalisation en dehors du corps. C'est-à-dire que le fait d'être désidentifié du corps, ben, il tombe dans ce, je savais que je savais tout, mais que c'était pas important que je sache tout. Je savais que tout était parfait, mais que je me souviendrais plus de rien quand je reviens. Donc ils sont frustrés. J'en connais certains, ils ont touché ça du doigt. J'ai su que tout était parfait. On m'a montré mon avenir, mais je me souviens de rien. Mais ils se souviennent qu'ils ont su. Et tu vois, c'est encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Une fois que tu as fait une fois que tu as fait même ne serait-ce un petit échantillon d'expérience ou d'état d'éveil, c'est-à-dire lorsque tu as ouvert la porte et que même si ça t'est refermé après, c'est quelque chose. Tu peux pas oublier ça. Ben, c'est quelque chose que les gens me demandent, c'est quand la graine est plantée, est-ce que quelque chose peut l'enlever? Pierre, tu as déjà répondu tout à l'heure, j'ai essayé de me déréaliser, j'ai aimé le terme. J'ai essayé de me déréaliser, j'ai pas réussi. Donc quelque part, Pierre, tu confirmes que, en tout cas dans ton expérience, t'as pas réussi. Pourtant, t'as vraiment essayé. Et c'est pareil pour le chemin spirituel. Il y a des fois, j'en ai eu vraiment ras-le-bol et j'ai voulu essayer de tout arrêter le chemin spirituel et en fait, c'est impossible. Il y a toujours une force qui me poussait à méditer, je ne pouvais pas faire autrement. Pas pareil, pas même. Tout pareil. Tout pareil. Comment vous vivez la nature dans une réalisation? Autrement dit, est-ce que vous avez une perception différente de tout ce qui est extérieur, naturel? Est-ce qu'il y a une espèce de, j'allais presque dire, un surgoût de la vie et de l'existence? Vous voyez les plantes de manière différente, les animaux de manière différente ou pas? Il n'y a pas d'extérieur. Oui. C'est ça. C'est vrai en plus. Ah ouais, non mais on est d'accord. C'est pas une blague, c'est vrai. Ouais, c'est ça. On est d'accord. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tout est un signifie, pour traduire, tout est moi. Oui. Moi, évidemment, vous avez compris, avec un grand M, soi. Ouais, c'est pas me and I and myself, c'est ce grand moi. Pierre, Gérald, on pourrait se parler des heures, et j'invite les gens à vous écouter des heures. Mais on va s'arrêter là. Je vais entendre des ah, ça je les entends pas, mais je vais les lire. Je voudrais vraiment vous remercier d'avoir participé à cette émission, vraiment.
sincèrement, vous êtes rafraîchissant dans tous les sens du terme. Euh, Ça fait du bien de voir que c'est possible, de voir que vous planez pas à 20 000. J'en ai vu aucun de vous deux l'éviter pendant l'expérience. Et ce serait pas grave, hein, je vous en aurais pas voulu. Mais c'est bien, je Mais vous on remercie. serait sorti du cadre. Ouais, ça aurait été emmerdant pour le truc. C'est une merde, il a décollé l'autre. Comme un ballon à l'hélium, j'appelle sa femme. Tu peux me le redescendre parce que là, il est plus dans le cadre là. Non, vraiment, merci de ce moment concret. Les amis, je vous invite vraiment à aller dans l'ashram du cœur. Pierre, Gérald, de faire une petite présentation de mes prochaines émissions, puis je vais vous laisser la main tous les deux pour faire un petit mot de la fin, si vous voulez bien. Chacun à votre tour, ensemble, comme vous voulez. D'accord? Hmm. Les amis, merci vraiment d'avoir été là ce soir pour cette émission. J'ai adoré. Enfin, je les aime toutes parce qu'on va me dire, mais tes autres invités, tu les aimes pas? Oui, on est un, les gars. Comment vous voulez que je les aime pas? Je ne peux pas ne pas les aimer. C'est compliqué. C'est plus compliqué de ne pas aimer. Ça demande du travail quand même. Enfin, pour d'autres, c'est facile, mais moi, j'y arrive pas. Et globalement, c'était quand même intéressant de terminer un petit peu là, dans ce moment de Noël, avec une notion de non-dualité, quelque part une notion de fraternité dans un sens très très large. Je vous invite à passer un très joyeux Noël et je vous souhaite franchement un joyeux Noël. La prochaine fois qu'on se voit, j'aurai peut-être encore le petit Père Noël qui sera là ou pas, on verra bien. En tout cas, à la rentrée de janvier, j'ai pas encore prévu mes émissions de février, je suis complètement à la bourre, mais il arrivera ce qui devra arriver. Mais en janvier, on parlera avec Florence Pousset de médecine quantique, d'utilisation de machines et de technologies pour lire un peu l'énergie des gens, vous allez voir ça. Et on parlera avec Sandy Lankar, je crois, aussi de chasseurs de fantômes. Pour ceux qui se disaient, est-ce qu'on peut chasser les fantômes? Bon, on parlera avec elle de ce que vraiment on appelle des entités ou des énergies un petit peu bloquées de manière générale. Voilà un petit peu quelles vont être nos prochaines émissions. Si vous voulez être tenu au courant comme d'habitude, ben, vous avez qu'à vous abonner. Le bouton, il doit traîner quelque part par là. Je vais pas vous mettre 43 pancartes. Vous êtes des grands garçons. Tout le monde sait servir de YouTube. Et en tout cas, merci de votre présence sur Terre dans ces instants, dans ces moments. Et puis, Pierre et Gérald, je vous relaisse la main tout en vous remerciant, mais vraiment profondément et du fond du cœur. Merci à toi, Sylvain. Merci à toi, Sylvain. Quels sont vos mots de la fin? Je vous écoute. Tu commences, Gérald? Ouais, Gérald, allez. Le mot de la fin. Il sait plus quoi dire. Gérald, c'est à toi. Quel est le message que tu voudrais laisser à tous nos auditeurs ce soir? Surtout qu'il n'ait aucune crainte pour ce qu'ils appellent, j'allais dire quelque part, l'avenir, même si c'est pas toujours évident. Et restez, en tout cas faites de votre mieux pour revenir constamment et toujours au cœur. C'est vraiment la clé. Revenez au cœur, quoi qu'il arrive. Pierre? Eh bien, la même chose. Et surtout, il y a, le mental a une tendance à se comparer. Et je dirais, évitez autant que possible de vous comparer aux autres parce que chaque chemin est vraiment singulier. Il y a une infinité de chemins et chacun a son chemin. Et c'est vraiment effectivement la sincérité à la base, ce qui est à la base de l'élan du cœur, fondamentalement, Voilà. qui est prioritaire. Il n'y a pas besoin de technique spéciale, c'est pas une question de technique, il n'y a pas besoin de conditions de vie spéciales. On peut être chef de famille. Chef de famille, c'est un terme indien pour dire qu'on a une vie de famille. On peut avoir plein d'enfants, on peut être sans enfants, on peut être moine, même peu importe la vie que l'on choisit, peu importe la profession que l'on a, la condition sociale que l'on a, le contexte culturel, peu importe tous les critères humains. Rien ne peut empêcher la réalisation du soi. Exactement. Si intérieurement, il y a l'élan pour ça. Si ce que vous voulez vraiment, c'est la vérité, c'est réaliser votre vraie nature. S'il y a cette sincérité-là, ça se fera. Quel que soit ce qui se présente dans le film pour vous, quel que soit le décor et la condition du personnage. Il n'y a aucune condition spéciale à être. Exactement. Donc moi, je vous dis pas joyeux Noël, mais je vous dis joyeux maintenant, parce que maintenant est quelque part, entre guillemets, votre seule possession.
Voilà. Si vous regardez bien, vous n'avez rien d'autre. Et maintenant est synonyme de vie. C'est ça. Le goût de la vie est vraiment très, très, très maintenant. Il y a bien quelque chose d'éternel, c'est bien maintenant. Hein. Merci à vous, les amis. À maintenant. Maintenant. À maintenant.